Christian Ponce, le président de l'UNAF, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pourquoi ce webinaire, bien sûr, pour la saison 2025, comme vous le savez, certains d'entre vous, vous avez pu remarquer après une enquête qu'on a menée depuis quelque temps sur le territoire français et outre-mer, bien sûr, on s'est rendu compte quand même que la production française cette année était beaucoup plus importante que les autres, que l'année dernière, disons presque le double. On a estimé ceci en croisant avec les conditionneurs entre 23 et 25 000 tonnes, c'est-à-dire le double de l'année dernière. Il faut savoir une chose, euh, la consommation française, je rappelle les grandes lignes, actuellement est autour de 45 000 tonnes. Il y a 35 000 tonnes d'importation et d'exportation très très peu, je crois, 3 à 5 000 tonnes. D'accord? La, la production depuis les néonicotinoïdes a baissé de moitié en France, puisqu'on était à peu près autosuffisant il y a une vingtaine d'années. Voilà. On peut remarquer que la production se divise en deux. Quand vous voyez sur la carte qui vous est projetée, on dira le sud-est, le sud-ouest et les régions méditerranéennes ont été très impactées par rapport aux conditions climatiques. Sécheresse, chaleur persistante, vous l'avez bien, avec des productions bien moindres que, je dirais, pour simplifier, le nord de la Loire a été quand même une bonne année, voire très bonne année suivant les lieux. Alors c'est vrai que quand je dis que la production était le double de l'année dernière, considérons ça par secteur, hein. C'est une production globale. Or, la production du Sud a été bien moindre que les autres années, hein. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on peut vous parler tout de suite de valoriser le miel, comment faire. Il y a trois façons de faire, on dira, je pense deux à trois, c'est-à-dire les circuits courts, euh, la commercialisation directe du producteur au consommateur sans intermédiaire. Il y a le demi-gros, producteur GMS. Et puis, il y a le vrac, c'est-à-dire la commercialisation en fût, qui, qui passe par les conditionneurs qui s'adressent ensuite au GMS ou à l'exportation, quoi. Voilà ce que je peux dire. Je suis plutôt spécialisé sur la commercialisation de proximité intermédiaire, sans intermédiaire. Ici, là, vous avez en présence de vous François Perrac et Thomas Decombar qui pourront nous expliquer plus directement la vente en grande et moyenne surface et la vente en coopérative, comment ça se passe. Alors, tout ça pour dire qu'il y a quand même qu'il y a des faiblesses qu'il faut rappeler pour la commercialisation et sur la production, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, réchauffement climatique, des météos extrêmement capricieuses, hein. C'est vrai que dans le sud, on ressent ceci par la sécheresse, mais pas que la sécheresse, on dira la complexité d'avoir de plus en plus de mielés sur des miels, des productions, on dira, de miel de cru, c'est-à-dire les thym, les romarins, etc. Parce que avec la sécheresse récurrente et la chaleur, on se rend compte que les monofloraux sont de plus en plus difficiles à faire. Pourquoi? Parce que tout fleurit en même temps. Alors nous, on est obligés actuellement dans le sud de la France, on dira, je vais vous donner un exemple très précis sur le thym. Le thym, mettons, moi particulièrement, et des tas de collègues dans l'Hérault, l'Aude et les PO, c'était séquencé, on faisait du thym, après on faisait d'autres miels derrière sur les hauteurs, etc. Actuellement, pour faire du thym, je le démarre dans nos plaines du Languedoc. Et là, je n'arrive pas à faire du thym tout seul. Je suis obligé de transhumer les ruches 10 jours après pour faire du thym sur le Larzac, les premiers contreforts des Cévennes, pour continuer à faire du thym. Donc, je veux dire, pourquoi? Parce que la chaleur étant, et les floraisons se percutant les unes derrière les autres. Pourquoi? Parce que les fleurs ont besoin de faire des graines et toutes les fleurs et toutes les essences le font en même temps. Ça, c'est un gros souci, on dira chez nous. Ça nous apprend à travailler autrement. Par exemple, c'est une façon de voir. La chaleur aussi nous impacte. Pourquoi?
Parce que laisser les ruches en plein soleil, actuellement, c'est très difficile. Euh, j'ai eu chez nous, en plein soleil, pendant à peu près 3 semaines, entre 45 et 55 jusqu'à 58 degrés. C'est affolant, quoi. Donc, ça nous oblige à isoler, ça nous oblige à, disons, mettre les ruches à l'ombre, des tas de choses comme ça. Faut percuter là-dessus, quoi. Ça nous oblige à une autre apiculture. D'accord? Après, on est aussi dans les faiblesses, on est impacté par le problème sanitaire et en particulier bon, varroa et le frelon. Les faiblesses aussi dans notre production actuellement, ce sont des méthodes peu efficaces des contrôles au niveau de l'Europe et au niveau des frontières. L'étiquetage, on pourra parler ça plus en détail peut-être avec les autres personnes qui sont là pour vous répondre, c'est-à-dire Thomas et François. Fais-moi passer les forces que l'on a actuellement, bien sûr. Euh, les forces, on dira que c'est une très bonne image des consommateurs, malgré que les consommateurs se posent de plus en plus de questions sur l'étiquetage et prouver que nous sommes des apiculteurs. Pourquoi? Parce que moi, je vois sur les productions de proximité et sur la vente de proximité, on me demande de plus en plus souvent, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes apiculteur? Bon, je sais quoi répondre, mais ça veut dire que ils ont confiance, mais il y a tellement de trafic partout qu'ils se posent les vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, sur des marchés de proximité, on se rend compte que des vendeurs de miel, ça existe. Donc nous faisons partie, nous sommes des vendeurs de miel, mais nous sommes avant tout producteurs. Et sur la part de producteurs et de vendeurs de miel qui achètent, qui revendent, ben je dirais il y a 2 producteurs pour 10 vendeurs de miel, quoi, hein. Et les vendeurs de miel avaient des étiquetages plus ou moins fallacieux, quoi, plus ou moins réels. Chez nous, on va acheter en Espagne en miel, et ce qui se passe, on va marquer dessus en étiquetage miel français, quoi. Ça, c'est gravissime. Et je crois que dans la grande distribution, c'est un peu la même chose. Pour les conditionneurs, c'est la même chose. On se heurte quand même à des difficultés. Or, or, le miel français a quand même quelque chose par rapport à la consommation. C'est-à-dire, je vous dis quelque chose, ça veut dire que les Français, les consommateurs veulent du miel français. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, c'est vrai qu'il y a les AOP, les IGP, les signes de qualité, il y a le bio, etc. Mais ça ne suffit pas, peut-être, pour, le- pour la demande qu'il y a actuellement. Alors, c'est vrai qu'on voit arriver des tas de miel d'ailleurs, même en bio, quoi, mais le bio chez nous n'est pas le même. Alors je crois il faut expliquer aux gens pourquoi, comment on fait, comment on vend. Il faut les inviter à venir dans nos ruchers, dans nos mielleries, et pas avoir honte de ceci, quoi, parce que plus on tirera vers le haut, plus l'image du miel sera bénéfique pour les producteurs et pour les consommateurs. Alors, après avoir brossé ceci, peux parler plus en profondeur de la commercialisation du miel en direct. Comment faire pour convaincre les consommateurs, c'est-à-dire dans la façon de présenter le miel, le contenant, les, les dérivés du miel, etc., qui sont des miels, des gâteaux, des pains d'épices, qui sont des miels on me le fait de la vanille, qui sont des miels avec de la fraise, mais tout ça dans des produits naturels. Quand je dis du miel avec de la vanille, c'est des infusions de vanille avec des bâtons de vanille dans le miel. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, ça je peux les expliquer, mais avant d'en venir à ceci, je préférais donner quand même la parole à nos 2 confrères qui sont François et Thomas, chacun dans leur discipline, pour brosser un petit peu au niveau peut-être collecte du miel par François Perrat qui dirige
une coopérative et peut-être Thomas aussi qui nous explique au niveau mondial ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'on est confronté à une concurrence, qu'elle soit déloyale ou loyale, mais on est confronté à des concurrences et à des prix de revient beaucoup moindres ailleurs que chez nous. Mais on a un atout, je crois, c'est la qualité de notre miel qui est quand même une qualité exemplaire. Euh, Pourquoi arriver avec des affichages et des étiquetages peut-être sommaires? Pourquoi arriver avec des mélanges de miel? Mettons, je prenais un exemple de, de pays étrangers, de miel d'acacia, où on aura par exemple un tiers, un tiers, un tiers, ou un quart, un quart de miel français, de miel roumain, de miel ukrainien pour faire du miel d'acacia. Alors je crois qu'aussi les mélanges ont quelque chose à voir dans les faiblesses de, de la vente du miel. Bon voilà, maintenant je vous préférerais vous laisser la parole à vous deux, chacun la prend à tour de rôle. Merci de m'avoir écouté pour ceci. Je commence, Thomas, ou... Comme tu veux, François. D'accord, Enfin, ben, je vais me présenter. Donc François Peyrac. Donc, je fais partie d'une coopérative qui s'appelle les Compagnons du Miel. C'est une coopérative qui regroupe aujourd'hui 200 adhérents, qui a une soixantaine d'années et donc qui a été basée dans le Jura. Donc, notre coopérative, elle a un statut, c'est c'est de grouper le miel de ses adhérents. Voilà, en gros, et donc, elle a qu'un seul client. Donc, notre coopérative, elle a un client qui s'appelle Naturalim, qui est une entreprise commerciale qui appartient à la coopérative et elle est à la charge de réceptionner les miels, les analyser, les conditionner et les mettre en marché. Voilà. Ensuite, on a la partie Naturalim qui donc a la charge de valoriser les miels de la coopérative et qui a aujourd'hui a ses marchés et répond notamment énormément à la marque distributeur pour du miel Europe, Amérique latine et ensuite et miel français en négoce plus tout le miel de la coopérative. Mais pour nous, le fond du sujet sur notre coopérative, c'est comment on crée un outil commun et on travaille autour de ça pour valoriser tous les miels des adhérents. Parce que ce qui est important aujourd'hui, et enfin, on en parle Christian, c'est qu'on fait une diversité de miels en France et il faut trouver une place pour tous ces miels-là. Et donc, nous, on est axé évidemment GMS, jardinerie. Voilà. Je te laisse te présenter, Thomas. c'est bon, François. Ok. Thomas Descombars, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis heureux de pouvoir participer à cet échange et d'avoir été sollicité par l'UNAF. Donc, je dirige la société Apidis, Apiculture, Production, Innovation, Distribution. Je suis la cinquième génération de Perronneau à diriger cette entreprise. Donc, nous, on est spécialisé, on est également apiculteur. On a un peu plus de 2000 ruches en propre. Euh, et on a une activité donc, de négoce où on achète essentiellement des miels français et européens. On ne fait pas ou très peu de grands imports. On a peut-être un miel d'avocati du Mexique et un miel de café du Brésil voilà, dans notre portfolio. Mais on est 80% de nos miels sont français, 20% sont des miels monofloraux qu'on ne peut pas produire en France, qui sont commercialisés parce qu'on trouve dommage quand même de ne pas valoriser certains terroirs. Je pense à certains miels d'agrumes ou à certains types de miels qui sont de très bonne qualité. Euh, donc voilà, ça c'est un peu notre activité. Donc nous, on est basé à Dijon. On achète du miel à des apiculteurs professionnels ou plus réactifs de toute la France et donc d'Europe. Euh, et on a également une activité où on transforme une partie des miels en différents produits, à savoir donc du pain d'épices, des nonnettes, de la confiserie et un peu de confiture. Donc, on est 47 collaborateurs et on vend nos produits en France et également à l'étranger, dans 39 pays, puisqu'on exporte le savoir-faire français et les terroirs français un petit peu partout. Alors, moi, je voudrais revenir sur la première partie, hein, la première slide sur l'introduction et le contexte général, où effectivement, bon, bah, l'année 2025, je pense qu'il est difficile de nier les variations qu'il y a pu avoir entre ce que je peux appeler le nord et le sud, c'est-à-dire que si on trace un trait entre Bordeaux et Grenoble, ce qui était au nord a super bien produit, ce qui était au sud de ce trait, euh, ça a été quand même très laborieux, voire catastrophique, selon les différents échos qu'on peut avoir de nos partenaires apiculteurs dans ces zones-là. Et alors,
moi, j'ai pas autant de sources que l'UNAF pour dire qu'il y a doublement de la quantité de miel produit parce que nous, on rencontre des difficultés aujourd'hui à trouver des miels, que ce soit de culture ou monofloraux. Alors oui, il y a quelques variétés qui se sont super bien produites. Cette année, il y a du tilleul, il y a du châtaignier. Ça, c'est pas trop un problème. Il y a pas mal de montagnes sur la partie centre. Mais du miel de fleurs, que ce soit du fleur sauvage ou du fleur de culture, nous, on rencontre quand même des grosses difficultés et c'est une grosse partie quand même des ventes de miel français. Donc, j'ai j'ai un petit doute quand même sur les volumes Et je crois dont tu parles. on peut rajouter le lavande de Et le Provence. lavande, bien Toute évidemment, la oui, partie qui est Provence, c'est quand même monofloraux. catastrophique. Moi, pour corroborer un peu ce que dit Thomas, nous, j'ai fait un calcul de proportion sur les volumes livrés des adhérents de la coopérative, en fait, entre 2024 et 2025, puisqu'on a à peu près les apports de la COP cette année. Alors, en gros, entre 2024 et 2025, nous, on a à 1% près, quoi. On a 18% d'écart de production, en plus en 2025. Alors peut-être que nous, notre panel, comme on est quand même une structure professionnelle où les gens vendent en vrac, sont peut-être un peu plus transhumants, structurés pour pouvoir passer les variables climatiques et essayer d'aller jouer des cartes que d'autres ne peuvent pas jouer en fixe. Mais voilà, on n'a pas, on vit pas tout à fait le même écart que ce qui est ressenti sur les chiffres. Voilà. Est-ce qu'il y avait besoin de compléter un petit peu sur la production française contrastée selon les régions ou est-ce que ça a été clair, Mais, Christian et après, moi, quand même, je voudrais rajouter un Thibaut. point, c'est que on part quand même d'une année 2024 qui est quand même pas bonne. Donc, c'est vrai que le doublement, par rapport à vos chiffres UNAF, ben, c'est exact, hein, c'est le doublement de vos chiffres, mais on part d'une quand même une sacrée mauvaise année, quoi. Donc, dans la pondération, j'allais dire, on est peut-être plus sur une année normale, même s'il y a des écarts excédentaires dans le nord par rapport au sud. Si on avait équilibré, je pense que c'est pas une année exceptionnelle pour moi, à mon avis. Je pense que les années comme 2015, 2018 ou 2020, pour moi, dans l'ensemble, étaient sûrement au moins aussi bonnes, voire meilleures. Après, c'est ça C'est- qui est compliqué à pondérer. on est bien d'accord que c'est pas une année exceptionnelle, c'est un doublement par rapport à l'année dernière, c'est tout, quoi, hein. Ça veut dire 10-12 000 tonnes de plus, quoi. Ça rien, Oui. rien d'exceptionnel, hein. On est d'accord. Par contre, on a croisé comment? Par nos syndicats, on a une centaine de syndicats sur le territoire. Chaque année, depuis des années, on fait ça. On a croisé avec les conditionneurs, on a croisé avec la vente des pots de verre. D'accord? Et tout ça faisant, à tous les trois, quoi, en gros, on a estimé que on arriverait cette année entre 23 et 25 000 tonnes. Je veux dire, c'est exactement les mêmes calculs que l'on fait depuis 7, 8, 10 ans presque, hein. Et on est arrivé à ceci, quoi. Voilà. C'est pas, c'est pas du tout un doute, moi, ou une remarque ni péjorative ni rien, ma remarque. Non, C'est non, non, juste non. moi, ce que je voudrais qu'on intègre bien, et notamment nous, parce qu'on travaille donc avec la GMS, c'est que je ne voudrais pas qu'on fasse en croire à la GMS qu'il y a du miel partout disponible et que du coup, la GMS interprète comme quoi c'est une très très bonne année et que du coup, quand vous attaquez les négociations commerciales, elles vous disent, bon, ben là, vu tout le miel qu'il y a cette année, forcément, les prix vont baisser. Ce qui, je pense, c'est pas le cas. Parce qu'en fait, il y a des miels. Si vous voulez, le problème qu'on a de la production cette année, c'est que oui, c'est fait des miels. Ils ne sont pas tous visibles. Il y a des miels qui vont se stocker. Mais par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas un. Je pense qu'on a un problème d'alignement entre les marchés établis, notamment nous sur la coopérative. En fait, avec des marchés établis, par exemple, Lavande Provence, par exemple, on travaille beaucoup, nous, on est très prégnants sur ce marché-là. Ou alors avec tous les producteurs du Sud-Ouest sur le tournesol. Et c'est des miels qui vont forcément manquer, quoi, qui vont poser problème, malgré que ce soit une année qu'on peut considérer comme correcte sur l'ensemble. C'était juste ça, ma remarque. Et là où je suis pas trop, enfin, pas trop d'accord sur un critère, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'année est bonne ou quoi que les conditionneurs doivent dire on va baisser le prix, mais c'est le contraire. C'est le contraire. Autrement, on n'y arrivera jamais. Parce que pourquoi, quand tu es en direct, on vend beaucoup plus cher, on dira, que les GMS? Enfin, à qualité égale, non, hein, mais que le miel qui se trouve dans les GMS. Et pourquoi on n'arrive pas. Alors, on est toujours à court de miel. Tous ceux qui vendent en direct sont toujours à court de miel. Et le prix est rémunérateur pour les apiculteurs. Si on veut tirer vers le haut,
il faut travailler sur la qualité. Et c'est pas parce qu'il y a plus, puisqu'il en manque de toute façon du miel. Autrement, on n'en ferait pas rentrer autant. Il faut, il faut, il faut dire aux GMS, il faut dire aux conditionneurs, il faut dire aux importateurs qu'il faut payer le miel à sa juste valeur. Parce que c'est pas mieux d'acheter du miel pas cher ailleurs pour le fourguer plein de pesticides à nos consommateurs. Mais enfin, il faut arrêter, quoi. Je crois qu'il y a un gros travail là, à faire hein, à tous les niveaux. Les conditionneurs, les producteurs et compagnie. Je suis désolé. On fait rentrer des milliers de tonnes de miel, donc ça veut dire qu'on n'a pas assez, et on se dit on a, on- les, les acheteurs, les négociants achètent pas assez cher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, Ou je alors il parlais faut taxer les miels étrangers, quoi. moi, je parlais Énormément. de la négociation commerciale avec la GMS. Je ne parlais pas du parti conditionneur, hein. Nous, en gros, on a la casquette conditionneur in naturalim enfin, voilà, qui est le bras armé de notre coopérative. Il est évident qu'il faut valoriser le miel des producteurs. Eh ben, il faut leur dire on le vend à tel prix pour défendre le. Autrement, on ne peut pas. Alors on ne vous en vend pas. Mais c'est un travail que je vous assure, je vais travailler avec eux, moi, là-dessus. Et puis, je vais faire des grandes déclarations là-dessus. C'est pas si simple que ça, Christian, même si bien Tant évidemment, pis, bon, le tant fond, pis, tant pis. le fond est louable. La première des choses, je pense que on a tous des structures quand on est conditionneur qui sont onéreuses. On a des laborantins, on a des laboratoires avec du matériel qui coûte de l'argent, on a des magasiniers, on a des équipes qui préparent les commandes. Tous ces gens-là, bah, ils sont bien évidemment rémunérés. Ils sont rémunérés pour travailler 35 heures. Aujourd'hui, l'apiculteur qui est passionné et amoureux de son travail, il compte pas ses heures. Si demain, au SMIC horaire, l'apiculteur qui fait les marchés, il s'amuse à calculer toutes ses heures de travail et qu'il leur remet le vrai prix dans le pot de miel, je suis pas sûr qu'il retrouve aussi bien son compte que ça, qu'il soit aussi bien payé que ça. Alors peut-être que oui, parce qu'on est passionné, on compte pas ses heures et du coup ça a l'air, on a l'impression de bien gagner sa vie, mais rapporté au nombre d'heures travaillées pour l'avoir fait hein, quand j'étais plus jeune avec mon grand-père, les marchés, les trucs, c'est ultra chronophage. Le temps de conditionnement, le temps de passer à faire les installations, les désinstallations, les ventes. La grande distribution, elle est mal rémunératrice parce qu'aujourd'hui, le seul vecteur qu'ils ont pour drainer du monde dans leurs magasins, et Dieu sait qu'ils se battent pour ça parce qu'ils ont de plus en plus de mal quand même à drainer du monde. Nous, on n'est pas les spécialistes de la GMS, mais je pense que François pourra le corroborer. Aujourd'hui, les ventes de miel en GMS, elles font pas plus 20%, hein. Euh, et même si on présente des miels français. Parce qu'en fait, ils ont du mal à générer du trafic. Et qu'est-ce qui génère du trafic? C'est les grandes marques avec des produits de mauvaise qualité de groupes internationaux et le fait de promettre un produit moins cher, de moins cher, de moins cher, de moins cher. Là où je te rejoins, Christian, c'est de dire, effectivement, il faut tirer le miel par le haut et dire, nous, on vend des produits de bonne qualité. Ça, c'est impératif. Et la communication qui doit être faite en permanence sur le miel, j'entends trop souvent, moi, ça me fait vraiment un problème d'entendre en permanence dire, peu importe qui d'ailleurs, ah, les miels de mauvaise qualité, les miels faux, les faux apiculteurs. Qu'est-ce que le consommateur il entend dans tout ça? Il va pas entendre que le miel du petit apiculteur qu'il connaît à côté de chez lui, il est bon et que les autres ne sont pas. Non, il va entendre le miel c'est faux, le miel c'est importé, le miel c'est pas bon. Même toi, Christian, qui est une figure de l'apiculture que tout le monde connaît, à toi-même, il te demande si tu es apiculteur ou pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont sans arrêt en train d'entendre des points de communication négatifs sur le miel. Je pense que le vrai premier travail et de toute la filière, c'est de parler en bien du miel. Arrêtez de dire, ah ouais, les miels importés. De dire qu'il y a des miels importés, ça n'empêchera pas les gens d'importer des miels. Par contre, de parler en bien du miel en permanence, ça permettra déjà, je pense, aux consommateurs de ravoir confiance dans le miel, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie perte de confiance. La preuve en est par les questions que vous avez mises dans votre présentation. C'est pourquoi on est obligé de faire des labels, pourquoi on est obligé d'expliquer qu'on est apiculteur, parce que les consommateurs ont perdu confiance. Donc arrêtons de parler en mal du miel, parlons positivement du miel. Oui, essayons de vendre le miel le plus cher possible. Bien évidemment, on essaie de le vendre le plus cher possible, mais un acheteur de GMS, il a toute la boîte à outils. Quand tu es tout seul dans un bureau de 9 mètres carrés et que ton entreprise, tes salariés dépendent de la réussite de ta négociation, bah, quand le mec il te met le pistolet sur la tempe et qu'il te dit bah, c'est ça ou c'est rien, toi, tu n'as pas l'outil pour en rentrant dans ta boîte dire bah, écoutez, je suis obligé de licencier 4 personnes sur 50 parce que j'ai dit non, je ne veux pas vendre à ce prix-là. Tu peux pas les licencier, les gens. Ça marche pas comme ça. Donc, bah, tu es obligé de dire oui.
Mais après, là, on est dans le dur, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail filière qui se fait aujourd'hui. Moi, je pense à des filières qu'on a, nous, historiques avec la coopérative, qui fonctionnent très bien. Là, pour avoir deux, trois données, là, j'ai travaillé sur le rapport Nielsen et les parts de marché. Les parts de marché 12 mois précédents, le avril 2025. Hein. GMS, hors marque distributeur, c'est-à-dire marque nationale. Donc, en gros, là où les parts de marché en valeur et en volume sont en baisse, au lieu de 4,6 points sur l'import, elles sont en augmentation sur le miel français. Et ça, c'est quand même des marqueurs très positifs que le consommateur, et tu l'as dit Christian, il veut consommer français. En tout cas, il a un côté chauvin. Et ça, c'est vrai. Et on le retrouve pas ça dans tous les pays d'Europe. Non, enfin, j'ai quelques relations sur l'Italie ou autre. Le souci de l'italien, par exemple, ou la consommation italienne, c'est que s'il y a un acacia italien et un acacia de Hongrie, eh bien, l'italien, il a du mal à trouver sa vente parce qu'ils sont un peu moins chauvins que les Français. Et s'il y a bien un point positif en France, c'est que le consommateur, eh bien, il consomme quand même français, quoi. Parce que le miel, il se vend. Et ça, c'est quand même un point positif qu'il faut que, voilà, qu'on soit content de ça, quoi, et que ça dure. Et je veux dire, moi, de voir qu'aujourd'hui, les parts de marché en miel français, en GMS augmentent, et augmentent significativement, hein, sur les... c'est quand même c'est des points positifs pour dire qu'on est quand même sur la bonne route, hein, et que plus on propose du miel français en rayon, plus il est visible, plus il se vend, quoi. Je suis bien d'accord avec toi et je rebondis vraiment sur ce qu'a dit Thomas, puisque nous on se bat sans arrêt là-dessus, c'est qu'il faut arrêter de parler en mal ou du miel, quoi. Là, c'est au contraire, quoi. Il faut valoriser, même en parole, le miel français en permanence. Il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus. Et puis Thomas, c'est vrai aussi ce que tu dis, c'est qu'on compte pas nos heures. Mais alors, je vais te faire sourire, mais pour moi, c'est pas des heures de travail. Je Mais, me régale, tu vois. Donc, il n'y a pas ouais, de prix pour ça. je suis Non, entièrement d'accord avec toi. On a la même vision, sauf que tous les collaborateurs d'une entreprise structurée ne sont pas forcément tous des passionnés des différentes étapes et des différents métiers qu'ils font. Donc, non, mais c'était une parenthèse, une boutade, hein, d'accord. bien évidemment. Je comprends. Ah oui, on n'est même pas au SMIC hein, si on compte comme ça. Il ne faut Et pas charrier. voilà. Ben oui, ben oui, ben oui. Il y a un point Bon. quand même sur le marché qui est quand même très important, et je pense qu'il faut vraiment le ressentir ou le comprendre. Enfin, moi, je siège au COPA COGECA, en fait, c'est les coopératives européennes. Du coup, on suit tous les dossiers européens et on voit un peu l'évolution dans les autres pays européens. Ça nous permet un peu de suivre, notamment, on a beaucoup travaillé sur la directive miel, ou qu'on évoquait avant d'attaquer le webinaire, on est tous en ligne sur la transparence des origines. En fait, il faut se rendre compte que si le miel français, même si on peut considérer qu'il est peut-être pas au bon prix, qu'on a des coûts de production qui sont peut-être plus élevés que certains pays d'Europe, il n'empêche que le miel français, le cours des miels français est un des plus chers, voire le plus cher d'Europe. Et du coup, ça, c'est pas lié à rien, c'est lié parce qu'on a un marché très dynamique. Mais quand je dis marché très dynamique, c'est qu'il y a des acteurs qui viennent de. Eh bien voilà, comme nous, on est des acteurs qui sont plutôt coopératifs dans circuit long, GMS, jardinerie ou autre. On a des acteurs comme toi, Christian, qui vendent sur les marchés. Enfin, en fait, le miel, il est vendu sous toutes les formes, de manière massive, il est présenté le miel par tous ces acteurs, ce qui fait qu'on a un marché dynamique et plutôt voilà, quoi, plutôt un peu plus haut que les autres pays d'Europe. Et ça, c'est quand même un point positif de la France, quoi, d'avoir tout type d'acteurs, quoi. Et ça, je crois qu'il faut le défendre, quoi. Et on est un des seuls pays en Europe à vendre comme on vend en direct, quoi. Hein. Parce que je vois en Espagne, c'est pas du tout ça, l'Italie non plus. Enfin, il y a beaucoup de pays qui passent par les grosses structures, quoi. Ils vendent pas le dire en direct. Bon, on a appris aux consommateurs à connaître le miel, quoi. Hein. Quel qu'il soit, quelle que soit la région, bien sûr, avec ses différences, ses qualités et compagnie. Mais ça a été un travail de longue date, de longue haleine. Et ça, c'est vrai que c'est une réussite au niveau local par les producteurs eux-mêmes, quoi. Hein. Il n'y a pas, il y Et a pas d'ailleurs, photo là-dessus. il n'est pas fini ce travail, hein. Quand on a Oh non, fait le dernier salon de l'agriculture, on avait fait un jeu test pour faire goûter un miel. Donc, on a mis un miel en avant qui est un miel de Bourdaine. Donc, Bourdaine d'Aquitaine qui avait été fait sur le plateau des Mille Vaches. C'est un miel magnifique. Personne ne connaissait ce miel. Je veux dire, c'est un travail qui a continué, quoi. Voilà, c'est vraiment un travail. Il en reste à faire. Mais il faut être positif là-dessus aussi, quoi. Voilà. Après, il faut arriver à trouver les canaux d'écoulement pour les miels qui se sont produits cette année. Il s'est fait énormément de tilleuls. C'est pas évident. Il s'en est fait vraiment beaucoup, quoi. Voilà. Ça, c'est pas évident, quoi. Voilà, il y a des marchés à créer, à travailler. Et, ben voilà, hein, il faut que tout le monde se mette au travail, hein.
Mhm. Il faut que tout le monde se mette au travail. Après, il est du devoir aussi d'une filière de s'organiser intelligemment. Et si on sait qu'il y a des miels où on a des débouchés qui sont plus compliqués, donc sans aller jusqu'à bouder certaines récoltes, mais essayer de pouvoir justement adapter son apiculture pour répondre à la demande. Fabricant d'automobiles, pour imager un peu mes propos, mais un fabricant d'automobiles qui sait qu'une voiture bleue, ça ne se vend pas, il ne va pas s'amuser à peindre des voitures bleues en disant, genre, si, il faut acheter des voitures bleues, hein, il y a un moment quand même aussi quand même un peu lucide face au marché, de se dire, OK, il y a des miels qui sont clivants, il y a certains miels qui sont très compliqués à commercialiser. Et il faut essayer, alors c'est très facile quand on est dans certaines régions de pouvoir avoir ces propos-là, mais il y a beaucoup de personnes où en fait la sédentarisation est un élément facile et des fois il faut aussi savoir un petit peu se faire violence et se dire bah, peut-être que ok, cette valorisation, j'arrive pas à valoriser une récolte, il faut que j'aille ailleurs ou que je fasse différemment pour pouvoir valoriser ma récolte. Parce qu'on ne changera pas le goût des gens parce qu'on a envie de changer le goût des gens. Et de toute manière, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en gros, on a ces dernières années installé quand même, je pense, pas mal d'apiculteurs, quoi. Il y a beaucoup de jeunes apiculteurs quand même qui s'installent aujourd'hui, qui a beaucoup travaillé sur la connaissance de l'abeille, la connaissance de la production, mais qui n'a pas du tout travaillé sur la partie aval, c'est-à-dire la partie commercialisation, négoce et autres. Et c'est vrai que je pense que c'est un point noir de ne pas prêter attention à la partie aval parce que c'est le nerf de la guerre. Je veux dire, vous avez beau être un producteur de miel, si vous ne l'avez pas vendu, votre histoire, elle va s'arrêter là, quoi. Et ça, c'est un véritable problème, quoi. Je veux dire, on est producteur et on est responsable de son miel jusqu'à ce qu'on ait réussi à le vendre. Et la partie aval, pour moi, elle fait partie, elle est aussi essentielle que la production, quoi. Et c'est ce que je disais, on n'importe pas des miels de tilleul ou des miels de châtaignier en France, hein. Et si on veut arrêter, limiter les importations, voire les arrêter, bah, c'est en produisant les miels qu'on importe, parce que si on les importe, c'est qu'on les a pas. Donc c'est aussi à la filière de se prendre en main et d'orienter un peu ses acteurs en disant, attendez les gars, ok, c'est bien les certaines variétés à forte valeur ajoutée, mais c'est pas ça qui fait le volume annuel de vente, hein. Ce dont on souffre cette année, c'est pas de manquer de châtaignier ou de tilleul ou de. Alors oui, de lavande, mais c'est complètement exceptionnel. Et c'est quand même des miels qui sont compliqués à commercialiser parce qu'ils sont clivants. Ils sont très très bons, bien évidemment, quand on apprécie ça. Mais c'est au même titre que le vin ou le fromage. C'est quand même pas les produits les plus typés, les plus durs qui se vendent le mieux. C'est vrai aussi dans le miel. Ça, il faut savoir s'adapter, Alors, à mon avis. il faut aussi, Thomas et François et tout le monde, là, il faut bien comprendre aussi que l'apiculteur, si je schématise un peu, si je caricature, etc., pour moi, c'est un peu comme un chercheur de champignons. C'est-à-dire, il dira jamais la vérité de ce qui se passe. Alors, parce qu'il faut mettre les pieds dans le plat, des fois, quand on demande des choses, ouais, ben, il n'a pas trop produit, mais il a X fûts de miel au cas où, dans les prochaines, il n'y ait pas de miel. Alors, bon, on ne sait jamais exactement ce qui se passe. Quand tu fais n'importe quelle enquête, on l'a fait plusieurs fois, je veux dire, c'est très complexe, c'est très compliqué de connaître la réalité. Mais même s'il n'y a pas une transparence totale, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on a trois strates de production, c'est-à-dire c'est le petit producteur, le plus réactif et le professionnel. Et là, c'est très très difficile de quantifier ceci. Pour ces raisons-là, quoi, parce que on n'a pas la vérité des chiffres, on n'a pas la transparence, et puis très peu la veulent, quoi. Il faut pas se cacher, quoi, hein, là derrière, hein. Non, mais par contre, là où je ne parle pas de transparence, mais sur la production, il y a quand même un point qu'il faut que la filière elle-même se questionne. C'est-à-dire qu'en fait, je vous prends, moi je suis Aveyronnais, donc l'élevage au braque sur le Nord Aveyron. On a tant de vaches sur le Nord Aveyron. À 2% près, vous avez le nombre de veaux à l'arrivée qui vont être vendus l'année prochaine. La production de miel en France, et ce qui n'a rien à voir avec toutes les autres filières, c'est qu'on peut faire de 1 à 3 à 4. Sur l'acacia, ça peut être 0 et ça peut être 3000, 5000 tonnes. On a des écarts types qui sont énormes. Et ça, il faut bien que la filière intègre que la production est aléatoire, qu'on a un métier d'opportuniste, c'est-à-dire au bon endroit au bon moment. Si on a de la chance, on peut faire beaucoup de miel comme rien. Et que, je veux dire, le marché va se tenir si on a un minimum de gestion de stock.
C'est-à-dire, si tout l'acacia qui s'est produit cette année est à vendre en ce moment, il va être au prix du culture. Mais j'exagère le trait. Mais je veux dire, il faut gérer le marché. Il ne faut pas noyer le marché. Si on veut tenir, euh, euh, il faut que, voilà, on peut pas envoyer, quand en 2015, il se fait presque une année exceptionnelle en sapin, si tout ce sapin-là était retrouvé à vente en 2016, mais je ne sais pas comment ça marche. C'est la guerre, parce qu'on n'a pas la consommation en face. Donc, à nous aussi d'arriver à gérer, essayer du temps que faire se peut, de gérer un petit peu nos volumes, quoi. Il y a un fonctionnement un peu efficace au Canada du sirop d'érable. Alors, c'est un peu monopolistique et c'est ou communiste dans l'approche, mais il y a un groupement des producteurs de sirop d'érable. Il y a une réserve, un stock stratégique qui est conservé et il y a une mise sur le marché d'une quantité définie en accord avec les producteurs et les distributeurs. Et ça régule le marché, le prix est le même pour tout le monde. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent à produire plus ou moins quand même tout le temps la même chose. Il n'y a pas les disparités qu'on peut avoir dans le miel. Et c'est un modèle qui fonctionne. Après, effectivement, je te rejoins François, de dire que les bonnes années de certaines variétés, si tout doit être vendu tout de suite et qu'il n'y ait pas un petit peu de stocks qui sont faits pour les mauvaises années, surtout sur les floraisons difficiles ou les mielés difficiles, ben, on n'arrive pas, enfin, on va faire perdre le goût et la connaissance du produit aux gens parce que pendant 4 5 ans, si vous ne mangez pas un miel de sapin, au-delà du fait du consommateur qui va un peu l'oublier, c'est surtout le client, il va dire, attendez, moi pendant 5 ans, vous m'avez mis en rupture, donc le produit, je ne le liste plus, parce qu'ils ne peuvent pas avoir des rayons vides, et de refaire remettre un produit dans un rayon, c'est un sacerdoce et c'est un coût. Oui. Euh, attends, je suis un petit apiculteur pour vendre un gaz de manger déjà. Ouais, si vous voulez, je commence à les questions. On n'a pas abordé du tout la partie transparence, étiquetage, Mercosur. Je sais pas si c'est Bah, des questions. on peut, il y avait une question bah, là-dessus, justement, par rapport au manque de traçabilité. Et donc, je pense que voilà, bah, allez-y si vous voulez. Moi, je veux bien dire, Foucault, oui, on va parler de ça, mais si vous voulez que je donne quelques éléments positifs sur la vente en direct aussi, je peux en parler, quoi. Si c'est utile, hein, je ne sais pas. Si, si, bah, vas-y, bah, on peut commencer. Au pire, Christian commence du coup sur la vente en direct, comme ça on finit tout ce qui est circuit de commercialisation, et après on enchaîne sur la traçabilité et tous ces aspects-là, si ça vous va. D'accord. Alors, pour la vente en direct, il faut bien avoir un principe essentiel. Je vous explique en gros ce schéma que j'ai mis en place sur mon tout petit village qui s'appelle Cournon-Sec, qui est à côté de Montpellier. C'est-à-dire, j'ai organisé une foire au miel avec la métropole, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai organisé ceci, on nous a, j'ai proposé qu'il y ait une vingtaine, minimum une vingtaine de producteurs qui soient sur cette foire au miel, euh, haut de gamme, on dira, c'est-à-dire par la présentation, par les couleurs, par des tas de choses. OK? Je me suis fait flinguer, je me suis fait jeter par l'ensemble des producteurs en me disant, plus on saura, moins on va gagner. Alors j'ai répondu, faux. Plus on saura, plus il y a de monde. Et c'est moi qui ai gagné. C'est bon, c'est une image, mais je veux dire, il faut pas avoir peur de la concurrence. La concurrence, ça motive. Elle motive pourquoi? Parce que tu essayes de faire du mieux de ton possible. Le mieux possible, c'est-à-dire être, c'est vrai, dans des endroits stratégiques quand on peut, mais la présentation d'un stand, c'est énorme aujourd'hui. Le visuel compte énormément. L'accueil, c'est essentiel. Nous, notre miellerie, on accueille du monde. Ben, le premier critère qu'il y a, avant même la qualité du miel, c'est l'accueil. Et ça, c'est quelque chose de primordial, je dis, l'accueil. Savoir dire bonjour, dire au revoir, merci, on peut pas, etc. Faire aussi
on s'est rendu compte depuis 8, 9 ans, nous, enfin il y a beaucoup plus, mais depuis 7, 8 ans, je dirais, la tendance a changé. C'est-à-dire, on ne travaille plus que des 400 grammes et des 250 grammes, voire des 125 grammes. Le kilo, c'est pour ainsi dire fini. Or, je gagne, ma marge est beaucoup plus importante sur ce format-là que sur des kilos. Bien sûr, avec un étiquetage assez sympa, correct, avec, je sais pas, là j'en ai un devant moi, il n'est pas étiqueté, mais je sais pas si vous voyez. Voyez, c'est des capsules cuir, ça vaut cher, c'est tout ce que vous voulez. Mais la marge est là derrière. Et en plus du miel, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même beaucoup de produits dérivés. Les produits dérivés, c'est les bonbons avec des présentations haut de gamme, sont des caramels, sont des miels avec de la vanille, c'est des miels avec du safran, c'est des miels avec du piment, c'est des miels avec des truffes, c'est du miel avec de l'ail noir, etc. On fait des tas de préparations comme ça qui représentent quand même, c'est pas négligeable, 20 à 30% de notre chiffre d'affaires, quoi. Ce sont des meringues au miel, ce sont des creusoirs, c'est beaucoup de choses, ce sont des glaces, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de travail, je le conçois. Je reviens à ce que disait Thomas tout à l'heure, on ne compte pas nos heures. Mais je veux dire, si vous voulez quand même travailler et être à l'écoute de la consommation et du client, le client, il est très fidèle. Si vous allez dans le sens que la, comment on appelle, la mode un petit peu, la mode compte. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne veut pas que du miel, on veut d'autres choses. Des mélanges, on veut des choses spécifiques, on veut avoir la primeur sur quelque chose qu'on a goûté pour le faire voir aux copains, etc., etc. C'est assez curieux la façon d'aborder la consommation du miel. Elle n'est pas comme il y a 10 ans en arrière, pas du tout. Je vous dis, on a arrêté les kilos, mais voilà, quoi, ça nous a pas embêté, bien au contraire. Les gens trouvent d'autres façons de consommer le miel. On a fait aussi du miel avec c'est pas des arômes, hein, c'est avec des fraises, avec des trucs comme ça. Eh bien, on s'est adressé à qui en premier lieu? On a réfléchi à ça. Pourquoi on a fait ça? Parce que la couleur, parce que les enfants ont voulu goûter parce qu'il y avait de la fraise dedans. Et ces gens-là, c'est des prochains consommateurs. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire, il faut faire très, très attention à la présentation, il faut faire très attention à l'accueil. Et il faut être toujours avoir un coup d'avance sur les autres si on veut être quand même. C'est-à-dire, il faut être imaginatif. Il ne faut pas se cantonner à ce qu'on faisait il y a 10 ans en arrière. Pas du tout. Ça, c'est ma façon, une autre façon dans le gag de voir. Et je crois que pour ça, on a un savoir-faire, puisque on ne tient pas notre miel et on ne tient pas nos dérivés. Donc, il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. Et puis, il faut savoir s'adresser aux consommateurs dans la façon dont eux communiquent et dont nous, on doit communiquer, c'est-à-dire c'est les sites Internet, etc., etc., quoi. Voilà ce que je peux dire en 2 mots. S'il y a des questions là-dessus, moi, je peux répondre, il y a pas de souci, quoi. Bah, très bien, je vous propose de passer sur les aspects du coup de traçabilité, etc. Donc je ne sais pas si François ou Thomas voulaient Oui, commencer. ben moi, nous, on avait travaillé, notamment avec le COPA, là, sur la directive miel qui avait été remise sur la table. Donc, la directive miel, je parle au niveau de transparence des origines. La dernière directive miel, qui a été, notamment pour ceux qui le connaissent dans le sud de la France, de Paul Bonafé, qui avait participé à ce moment-là, c'était UE, non UE. Et pour lui, il nous racontait ça comme une véritable victoire il y a 20 ans. UE, non UE, c'était déjà la première victoire de traçabilité sur les pots. Mais il y a 20 ans, bon, pour vous dire le chemin qu'on a fait. Aujourd'hui, la transparence des origines, donc on a réussi, parce que je crois que c'est un combat gagné de transparence, à faire que tous les pays d'origine doivent être sur le pot avec des pourcentages. Et je pense que ça, c'est une vraie victoire de la production et des producteurs. Et je pense au niveau européen, puisqu'elle a été sérieusement demandée par les producteurs européens. Et donc, pour vous dire comment ça s'est passé, la commission agricole voulait juste les pays d'origine, ne voulait pas les pourcentages, sous pression de sûrement certains conditionneurs. Et finalement, le Parlement européen a donné raison à la demande de la traçabilité totale, c'est-à-dire pays d'origine et pourcentage sur les miels de mélange. Donc maintenant, on est sur la mise en application. Donc il y a tout le travail maintenant, point par point, pour essayer d'arriver à quelque chose de faisable sur l'étiquetage. Voilà, c'est là où on en est aujourd'hui. Et il faut suivre ça de près pour qu'on arrive bien à l'objectif
d'une vraie traçabilité. Après, ce qui manque là-dessus, et donc nous, ce qui avait été proposé à l'époque au niveau du COPA, donc Coopérative européenne, c'était évidemment la blockchain, quoi. Et c'est ce qu'on parlait ensemble avec Thomas et Christian, que la clé de la transparence et de la traçabilité, c'est ce qui est écrit sur le pot, et c'est en même temps la traçabilité du rucher au pot, quoi. Voilà. Et là, il faudrait vraiment qu'on arrive. La blockchain, c'est une des clés pour éviter tous les problèmes. Rappelle-toi, François, alors là, tu parles au niveau européen, mais qui est-ce qui a commencé à travailler ce sujet de traçabilité, d'étiquetage, etc.? C'est bien la France. Et on y a beaucoup travaillé. Et quand je disais il faut tirer vers le haut, c'est dans ce sens-là, quoi. Parce que si on arrive à avoir une traçabilité correcte au niveau européen, eh ben, les prix seront autres aussi. Parce que il y aura pas de mystère. Il n'y a pas n'importe quoi qui va rentrer ou n'importe qui pourra rentrer s'il n'est pas capable de donner une traçabilité. Mais on a toujours été, enfin, à ce niveau, la France a été précurseur là-dessus. Et l'UNAF en particulier, je vous le dis aussi. Mais disons, c'est pas simple. Et là, on se bat au niveau européen, c'est vrai, avec Bilaf, etc., sur l'Europe, pour que nos députés européens, nos représentants au niveau de l'Europe, prônent cette traçabilité, quoi. Bien sûr, c'est pas simple, hein, évidemment. Et Thomas, j'entends tout ce que tu as dit, c'est vraiment très complexe parce que l'Europe, bah, c'est quand même beaucoup de nations qui travaillent ensemble, quoi, avec pas les mêmes critères, pas les mêmes conditions, pas les mêmes prix de vente, etc., quoi, hein. Pardon, Thomas, j'ai un peu coupé là, mais vas-y, hein, pour la Non, 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 non. traçabilité. Non, mais François a bien résumé la situation. C'est qu'il y a eu il y a eu un gros travail de fait depuis 2016 jusqu'à 2022 pour l'arrivée du premier décret qui obligeait la mention des différents pays sur les étiquettes, puisque effectivement, M. Bonafé était ravi d'avoir UE hors UE, comme on a été ravi chez Apidis de pouvoir militer pour la transparence sur les origines, mais malheureusement, encore une fois, les lois n'ont pas été faites très bien dès le départ. Donc, il y avait des failles dans lesquelles beaucoup de conditionneurs se sont engouffrés, à savoir pas forcément écrire les pays en toutes lettres, de le mettre dans des endroits où ils ne sont pas forcément visibles. Ce qui a encore un petit peu accentué la méfiance que pouvaient avoir les consommateurs envers certains miels. Donc, la deuxième étape, le deuxième étage de la fusée, il a été effectivement d'appuyer encore un peu plus et de dire, mais non, attendez, il faut que ce soit encore plus transparent et encore plus clair. Et effectivement, on a mené une bataille qui a été gagnée, on peut le dire. C'est à partir de juin 2026, l'ensemble des pays doivent être mentionnés en toutes lettres et non pas avec leur code ISO, parce que RPC, ça parle à pas grand monde. Par contre, Chine, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Donc, les pourcentages par ordre décroissant dans le même champ visuel que la dénomination du produit, ça, c'est une vraie avancée. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un combat qui est gagné, mais faut pas relâcher les efforts. Et je pense que si l'UNAF a un vrai gros travail à faire, maintenant, en tout cas, si vous avez un peu de ressources et de temps, je pense que d'aller à la chasse à tous ceux qui, effectivement, comme tu disais, Christian, se prétendent apiculteurs, c'est-à-dire que des gens, sous prétexte qu'ils ont deux ruches et qu'ils achètent 98% de ce qu'ils vendent, se revendiquent apiculteurs, je pense que c'est quelque chose qui est pas normal et qui est plus acceptable. Euh, Tu dis que sur tes marchés, vous êtes 2 pour 10, donc 20% à être apiculteurs et les autres sont seulement des commerçants. On a le droit de faire du commerce, j'ai pas de problème avec les commerçants, mais qui ne se revendiquent pas apiculteurs. Et j'ai un autre, je pense, idée de combat, si vous vous ennuyez un petit peu, c'est produit au miel. Ok, mais avec 0,02% de miel, on ne peut pas revendiquer un produit au miel. Et ça, on le voit pas, vous ne le voyez pas, parce que c'est un marché qui est important, mais toute la partie un petit peu ingrédients du miel, aujourd'hui, c'est des volumes qui sont très importants et qui ne sont pas aujourd'hui faits avec des miels de qualité et qui, alors, bien souvent, on se sert de l'image et de la qualité du miel pour rendre qualitatif un produit. Alors ça, c'est positif en termes de communication parce que ça fait parler du miel et la communication, tout le monde le sait. C'est plus on parle de quelque chose, plus mieux c'est pour ce produit ou cette marque ou cette filière. Euh, Par contre, des produits au miel avec 0,02% de miel, non, quoi, c'est stop. Non. C'est plus possible.
Donc voilà, je pense que ça fait partie des combats parce que vous avez cette force à l'UNAF d'avoir un maillage national avec l'ensemble des syndicats avec lesquels vous travaillez. Vous avez quand même une équipe au bureau qui est forte et qui avait un poids en termes de communication qui est important. Et je pense que ça, c'est deux vrais combats que l'UNAF pourrait porter et que la filière devrait porter, hein. François, je sais que vous êtes à l'interprofession également avec Naturalim France Miel. C'est des combats à porter, ça, parce que on ne peut plus accepter que des gens mettent apiculteurs sur des produits alors qu'ils sont pas. Le vin, aujourd'hui, il y a trois capsules congés différentes, que vous soyez récoltant, que vous soyez récoltant négociant, ou que vous soyez négociant. Pourquoi on n'invente pas un système un peu similaire et qu'on arrête encore une fois de tromper le consommateur? Ça répondra aux clients que tu as, Christian, qui te demandent si tu es vraiment apiculteur ou pas. Alors par contre, derrière, oui, ça demande du contrôle. Donc ça demande à nos administrations de mettre des moyens. Mais on est encore une fois des vilains petits canards parce qu'on est une filière qui est pas visible. Enfin, on est un produit qui est limité en termes de volume et en termes de poids économique. Et qu'effectivement, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de triches et autant de facilité de tricher pour les tricheurs parce que le produit n'est pas contrôlé. On contrôle que les grosses structures parce que c'est beaucoup plus facile pour l'administration de contrôler les grosses structures que de contrôler les petites structures. Et que nous, on voit les fraudes deux à trois fois dans l'année, enfin les fraudes ou services vétérinaires, selon qu'ils viennent sur notre exploitation ou sur notre... et par contre, on est conscient que les personnes qui font de la vente directe et qui ont des toutes petites exploitations, elles sont que rarement contrôlées. Et tu le disais, toi, Christian, encore une fois, hein, sur ce que tu vois sur les étals de marché, des fois, il y a des choses qui font un peu peur, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas contrôlés, et puis que au pire, la sanction, elle est ridicule. Donc, le travail de l'administration, il n'est pas fait. Euh, Très facile de contrôler les 10 plus gros acteurs français parce qu'on connaît leurs adresses, et puis c'est facile de venir faire de la revue documentaire chez nous, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, quand on est conditionneur, on est quand même tenu à une certaine rigueur, déjà par les certifications qu'on peut avoir en interne et aussi parce qu'on est très sujet au contrôle, donc les traçabilités de matière, combien vous avez produit, votre cahier de mielerie, combien vous avez acheté, vos sorties, votre stock. À un moment, vous ne pouvez pas leur raconter la messe à ces gens-là. Vous ne pouvez pas leur dire, ah ouais, mais j'en ai renversé, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait là. Euh, Vous le faites une fois, mais vous ne le faites pas deux fois. Et donc, c'est extrêmement contrôlé. Donc, je pense que on donne encore une fois pas des chances au marché de pouvoir être tiré par le haut en disant oui, mais les conditionneurs qui vendent en GMS. C'est pas le cas d'Apidis, hein. On fait 15% de notre chiffre d'affaires en GMS. Donc, je prêche pas pour ma paroisse, je prêche vraiment pour la filière. En essayant systématiquement d'opposer l'amont et l'aval et de vouloir systématiquement opposer les conditionneurs aux apiculteurs, ça ne marchera jamais. Je pense qu'il y a plutôt un vrai travail de fond de la filière à faire travailler main dans la main les apiculteurs et les conditionneurs qui ont besoin les uns des autres. Parce que oui, c'est bien de faire de la vente en direct et c'est un peu plus rémunérateur selon les modes de calcul qu'on peut utiliser. Par contre, ce qui est qu'une certitude, c'est que ce n'est pas la vente directe qui fera écouler toute la production française et qui viendra compléter les 40 000 tonnes qu'on consomme par an. Donc, de travailler avec des conditionneurs en étant main dans la main et pas en se disant, OK, est-ce que j'arrive à vendre en direct? Bon, je le vends en direct les années où j'en produis beaucoup. Je veux absolument que les conditionneurs me le prennent. En fait, les conditionneurs, ils ne peuvent pas être la variable d'ajustement en permanence. Il faut un travail avec une vraie vision, un vrai cap et une stratégie long terme et pas de l'opportunisme en fonction de la saison en se disant, OK, j'ai produit X, je sais en vendre tant en direct, donc le reste, le conditionneur du coin doit me le prendre. S'il ne me le prend pas, de toute façon, je vais faire une sortie dans les médias en disant que c'est un salaud qui importe du miel. C'est ça le problème de notre filière, c'est qu'on n'est pas capable de souder l'amont et l'aval. C'était le job de l'Interpro, mais j'ai pas l'impression qu'elle le fasse super bien. J'entends, j'entends. Mais on peut travailler aussi ensemble avec certains conditionneurs, si tous veulent pas, quoi. Il faut Ah, mais non, démarrer mais ça, comme on est ça. bien d'accord. Hein, il faut démarrer comme ça, et puis ça viendra petit à petit, quoi. Hein. Mais évidemment, tout le monde a y gagné, mais bien sûr, quoi. Et les contrôles, même les contrôles dont tu parles, là, au niveau conditionneur, bon, moi je suis convaincu des contrôles, mais au niveau marché, etc., c'est simple, c'est très simple. Tu sais, dans l'Hérault, il y a deux ou trois départements qui sont comme ça, c'est tout simple. Tu as une attestation de la Chambre d'agriculture, comme quoi, après contrôle, etc., comme quoi, tu es un vrai producteur. Comme je dis, il y a ceci à demander aux, aux exposants, et puis
souvent aussi, quand il y a plus de 7-8 miels, c'est problématique quand même en tant que producteur, tu vois. Sur un marché, il faut pas non plus exagérer, hein. C'est clair, quoi, hein. Faut Mais pas non aujourd'hui, plus Christian, rêver, quoi. t'ouvres pas une boulangerie si si t'as pas un CAP de boulanger. Tu ouvres pas un salon de coiffure si t'as pas un CAP de coiffeur. Ben oui. N'importe qui met quatre ruches dans le fond de son jardin et peut aller faire des marchés, peut aller démarcher de la distribution structurée, peut aller faire. Enfin, tu mets une vache dans ton jardin, tu vas pas te mettre à vendre du fromage. Je suis bien d'accord. C'est aussi un des problèmes de notre filière. Elle est mal structurée, elle est mal organisée et on n'arrive pas à tous fédérer ensemble. Mais bon, c'était pas l'idée de départ, c'était de parler un petit peu des contrôles et de l'étiquetage. Donc oui, l'étiquetage, il y a un vrai combat de mener et de gagner. Les contrôles sur les miels frelatés, ou en tout cas non authentiques, il Non, y a eu un gros tu travail de dois l'OLAF de fait au niveau tirer, européen. vraiment un tiré. Il y a un gros travail de l'OLAF de fait au niveau européen, From the Hive, pardon pour l'anglicisme, mais c'est pas moi qui ai choisi le titre, où ils ont contrôlé sur les différents points d'entrée des miels hors Union européenne dans l'Union européenne. Et effectivement, il s'est avéré, alors avec des méthodes plus ou moins contestables, que 43% des échantillons étaient adultérés. Euh, Ça, c'est un vrai sujet. Mais c'est pareil, c'est toujours selon moi, un manque de moyens ou un manque de volonté, je sais pas, des politiciens. Parce qu'aujourd'hui, les mecs qui trichent, ils sont quand même plus ou moins connus. Les méthodes de triche, on les connaît un petit peu aussi. Et puis par où ça arrive, on le sait. Donc, arrive un moment, c'est qu'ils n'ont pas tellement envie de regarder là où ils veulent regarder. Ou Oui, là où mais ils devraient regarder. on est quand même le miel, et c'est ce que me faisait Étienne Bruno m'avait expliqué ça. Il m'avait dit c'est quand même le premier produit sur lequel l'Union européenne s'est réellement penchée pour une transparence des origines, en fait. Et ça, c'est une vraie victoire du miel, quoi, par contre. Parce que dans les autres produits, elle n'y est pas. Les confitures, quand les gens sauront d'où viennent les fruits qu'ils mangent dans leur confiture, je pense que. Parce que le marché du miel, il est quand même concurrent à celui de la confiture. La confiture, c'est 120 000 tonnes, quand le miel, c'est 40 000 tonnes. Quand tout le monde saura qu'ils mangent des confitures dont les fruits peuvent venir d'Inde, d'Asie, de Chine, pas sûr que la mère de famille, elle ait envie de donner des confitures de fraises de Chine ou d'abricots de Chine à ses enfants, hein. Ou une compote de pommes Non, mais qui vient de c'est ce que je là-bas. veux dire, c'est que dans les points positifs de la filière, c'est qu'elle a été bousculée par le rapport, justement, et ce qui est très bien tombé. En fait, c'est ce qui a bousculé la directive, justement. La directive, on n'arrivait pas à la mettre sur la table sous influence quand la France avait pris la main. Et il est tombé qu'au moment de la Slovénie qui avait la main, il y avait eu le rapport de l'OLAF qui est tombé en même temps où il y avait tous ces échantillons et la moitié de. Et ça a sensibilisé les parlementaires européens et ça a boosté, en gros, ce que les apiculteurs européens, parce que je vous le dis, c'est la Slovénie qui a remis le dossier sur la table et c'est ce qui a boosté l'avancée du dossier, quoi, clairement, quoi. Donc, le rapport de l'OLAF est un vrai rapport qui nous a bien aidés et le miel a été pris en considération au niveau des parlementaires européens. Alors maintenant, on attend les actes et la fin de ce dossier, quoi. Voilà, qu'on arrive à l'étape d'après, quoi. Mais c'est quand même, malgré tout, enfin, je veux dire, c'est un point très positif de notre filière. Oui, mais c'est fait avec des moyens ridicules, François. Enfin, quand tu regardes la façon dont ils prélèvent dans les ports, ils n'ont même pas un Fenwick pour décharger les premiers fûts. Donc, systématiquement, les gars, ils prélèvent dans les premiers fûts, dans le dessus des bidons. Enfin, Non, mais ça, on est bien d'accord, hein. Mais ça, c'est c'est. c'est une mascarade. C'est pour faire taire la Copa Cogeca, parce que vous avez crié bien fort et il y a eu des actions de menée qui ont été assez virulentes et je cautionne ou pas, mais chacun aura son opinion. Mais c'est un camouflet le truc. Ils mettent trois douaniers à la sortie d'un conteneur qui prend un peu de miel dans un pot au fût et au cul du conteneur. Enfin, les mecs qui trichent, c'est les mecs qui trichent, c'est les mecs qui réfléchissent. C'est pas des gros bourrins qui balancent des conteneurs de sirop où il y a écrit miel sur la facture. Donc, Non, mais on est d'accord. ouais, enfin, sauf que ces gens-là, ils continuent de faire concurrence déloyale à tout le monde. Non, mais c'est la blockchain, la sortie. Ouais. Ok, Aujourd'hui. ok. On va peut-être passer aux questions, s'il y a des questions, non, Ouais. Foucault? Oui, bah du coup, il y avait des questions sur la traçabilité. Je pense qu'on a pas mal répondu avec notamment la blockchain, comme tu disais, François, qui est peut-être l'avenir, enfin, un avenir envisageable et enviable Juste pour la pour la filière. transposer, quand même, la blockchain, c'est une traçabilité plus au niveau européen où, en gros, un fût qui rentrerait acheté par je ne sais pas quelle entreprise en France, on aurait le producteur. Voilà, c'est ça, blockchain, quoi.
Voilà, c'est tout le suivi du fût de miel, quoi, Ça- pour que C'est les gens un, comprennent bien. un suivi informatique où il n'y a aucune possibilité de frauder. En gros, dans l'idée. C'est la technologie qui est faite pour créer la crypto-monnaie et suivre la crypto-monnaie. Hmm. Très bien, bah, je pense que comme ça éclaircit peut-être pour ceux qui se posent des questions à ce niveau-là. Donc dans les questions, il y avait une question par exemple sur les miels, lesquels sont valorisés et pourquoi est-ce que c'est la couleur qui va faire que des gens vont plus se diriger? Est-ce que c'est le nom de l'origine florale? Est-ce que c'est le fait qu'il soit liquide, qu'il soit enfin, plus crémeux, plus cristallisé, moins cristallisé, etc. Quels sont les éléments qui impactent? Et comment on pourrait mieux valoriser les autres? Par exemple, un miel qui est sombre, il n'est pas très bien valorisé, alors qu'en fait, il est meilleur pour la santé si on s'intéresse au côté. Voilà. Donc, un peu ces deux éléments, si vous avez des éléments à apporter. Bah, il y a énormément le miel dans l'inconscient collectif, et puis on dit souvent un merci Maya et merci Winnie l'ourson, c'est un liquide clair et doré. Et sucré accessoirement. Mais donc les miels liquides se vendent mieux que les miels crémeux. Nous, on milite depuis longtemps chez Apellis, on ne pasteurise absolument pas nos miels, c'est quelque chose qu'on s'interdit. On fait un superbe crémeux onctueux qui est connu et reconnu, mais on ne pasteurise pas les miels parce que même si on sait que le consommateur veut un miel liquide et que la seule solution est d'avoir des miels de fleurs liquides, parce que en France, hormis une petite production de fleurs sauvages où on arrive à avoir du miel liquide, et la grosse majorité de la production est quand même sur du colza et du tournesol, bah, c'est des miels qui sont amenés à cristalliser. Euh, donc oui, un miel liquide se vend mieux, pour répondre à la question, un miel liquide se vend mieux qu'un miel crémeux, même si on arrive en travaillant proprement son miel, en faisant un beau crémeux onctueux, à bien le valoriser et à le faire accepter, mais il faut le faire, faut faire un travail de fond de faire déguster. Et les miels clairs se vendent quand même un peu mieux que les miels foncés, selon moi. Oui. Disons qu'après, il y en a qui se vendent très bien, mais par exemple, vous avez le miel de sapin, qui est un miel de miela, qui est assez sombre. Mais après, c'est dans la connaissance du miel, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui connaît un miel de sapin, voilà, vous avez l'AOP des Vosges, un miel AOP des Vosges, c'est quand même, un sapin des Vosges, c'est quand même très bon, quoi. Je veux dire, après, il y a la connaissance, quoi. Voilà. Mais ça, c'est plus pour les connaisseurs. Et après, Mais, ici, il y a hmm. il y a quand même les signes, enfin, oui, voilà, signes officiels de qualité, quoi. Le lavande de Provence, par exemple, hein, il est connu, reconnu, identifié, il y a un gros travail de fond, c'est une filière qui est bien en place. C'est un des fleurons de... Pour moi, c'est la plus belle appellation de France, quoi. Je veux dire, dans le sens où reconnaissance, volume, marché, il y a un vrai marché, un vrai volume et une vraie image. On a réussi à raccrocher la Provence avec la fleur qui allait avec. Enfin, voilà, c'est une histoire qui est belle, qui fonctionne avec un bien qui est quand même... voilà, que moi, j'affectionne particulièrement, mais voilà, il y a des trucs qui fonctionnent. Mais c'est un travail de fond. Moi, ce que je peux dire là-dessus, hein, puisque c'est la proximité qu'on travaille, nous, c'est que il y a plusieurs critères. Il y a les connaisseurs et les autres. On est un pays aussi, enfin une région très touristique chez nous, dans le sud, là. Euh, c'est beaucoup. La couleur est en rapport surtout la couleur et la structure du miel est en rapport avec la saison aussi. C'est-à-dire, en plein mois d'août ou juillet, on va beaucoup moins nous acheter, mettons, du miel de châtaignier que en plein hiver. On va nous acheter peut-être du fleur sauvage, du thym, les essences qui poussent à ce moment-là, quoi, aussi. Ça, on l'a remarqué. Et la majorité des clients préfèrent le miel liquide. À peu près, je dirais, 65% préfèrent le miel liquide. Il y en a beaucoup qui, ça leur fait rien. Mais pour le conserver le plus longtemps possible, comme je dis chaque fois aussi, euh, garder une température fraîche, constante, tout le temps. Bon, il faut être équipé pour ça, c'est vrai. Ah, je ne dis pas non. Parce que si c'est simplement pour mettre un coup de canne dedans ou le faire chauffer à 45, 50, voire plus, c'est pas la peine, quoi. Là, non, on n'y arrivera pas. Parce que à un moment donné, ils vont s'en apercevoir. Mais il y a des miels comme les miels de châtaignier, les miels de montagne qui tiennent très très longtemps. L'acacia, n'en parlons pas. Le lavande, on arrive à le tenir, allez, 3 mois, 4 mois, à peu près liquide, quoi. Pâteux vers la fin, mais avant qu'il se cristallise. Mais tout ça à 13, 14 degrés, quoi. Pas plus. Et très, très longtemps. Mais la saisonnalité, on a remarqué, comptait beaucoup pour les gens aussi. J'ai souvent entendu dire, ah non, du montagne, du châtaignier, ça c'est pour l'automne. D'accord? Les miels clairs, c'est pour le printemps. Voilà, ce qu'on a remarqué, quoi.
Très bien. Bah, je vais continuer avec toi, Christian. C'était une question sur quand tu parlais de la vente dans les marchés. Donc, tu disais que parfois des gens remettaient en doute ta profession. Et donc, comment en fait tu vas leur expliquer que tu es bien apiculteur? Est-ce que tu sors Ah, un numéro de... Enfin, ouais. pour moi, c'est très simple. D'un, je leur dis, on prend rendez-vous quand est-ce? Comme ça, vous venez dans les ruches avec moi, vous allez comprendre ce que c'est. Non, et puis je leur dis, voilà, vous avez devant vous une attestation de la Chambre d'agriculture qui atteste que je suis un producteur-vendeur. Chose qui ne se fait pas ou qui se fait dans très très peu de chambres d'agriculture. Et de deux, comme je leur dis, vous voyez, moi j'ai sept miels, 6 miels, j'en ai pas plus. Quand vous voyez une dizaine de pots de miel différents, enfin de miel d'oranger, de miel de citronnier, de miel d'eucalyptus, enfin il faut savoir que c'est pas, d'un, c'est pas français, beaucoup, et de deux, c'est un revendeur ou c'est un commerçant, quoi. Et C'est pas la pour autant qu'ils seule, sont pas bons, hein. comment? C'est pas pour autant qu'ils sont pas bons. Ah non, c'est pas pour autant, mais je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit simplement, là où c'est trompeur, c'est qu'il se fait passer pour un agriculteur, un apiculteur. Et de deux, je suis allé voir plusieurs, ils m'ont dit, mais monsieur, moi j'ai rien à craindre, hein, regardez, j'ai, je suis, comment on appelle ça, auto-entrepreneur, quoi. J'achète, je revends. Je lui dis, oui, mais là, vous marquez que c'est producteur. Voilà, la seule différence sur la traçabilité, c'est pas bon du tout. Et ça, c'est vrai. Voilà, je dirais, c'est quand on est un producteur, c'est assez facile. Par contre, ces gens-là, moi j'en ai connu qui, les clients venaient chez nous, et je dis, il m'a pas fait voir il avait d'attestation. Il m'a dit que c'est son oncle qui produisait le miel. Enfin, des tas de trucs. Ouais. Tu connais ça, Thomas, c'est sûr. Je veux dire, c'est sa tante, c'est la grand-mère. Les camelots sur les marchés. Eh ouais, non, mais c'est ça, quoi. Dès qu'on commence comme ça. Et puis surtout, si on ne vous fait pas euh, goûter le miel, là, il y a un gros doute, hein. Parce que, bah oui, ça arrive, hein. Il y en a qui osent pas ouvrir un miel qu'ils achètent, bien sûr, et qui revendent après, ça leur fait un moins, quoi, hein. Mais je veux dire, il faut pas être avare de faire goûter 4, 5 miels aux personnes, même s'ils en veulent plus. Simplement, il faut les avertir que en 3 minutes, goûter 7, 8 miels, ça sert à rien, parce que les papilles ne suivent pas derrière, hein. Ouais, Bon, un peu voilà. d'eau, ouais. Mm. Ouais. Bon, voilà si j'ai pu répondre un petit peu à la question. Très bien, ouais. Bah, on parlait du coup des IGP, AOP, etc. Et on voit qu'il y a souvent enfin, des étiquettes parfois qui sont un peu trompeuses sur l'origine France. Et est-ce que vous pensez pas qu'il serait envisageable ou faisable de faire un label ou quelque chose qui va dans ce sens-là pour certifier une origine française, au-delà des AOP, IGP qu'on connaît? Alors, il y a une certification, hein, qui s'appelle Origine France Garantie qui existe, alors qui est très poussée puisqu'elle va jusqu'à l'origine France de la capsule, du pot, de l'étiquette. Bien Euh, sûr. mais c'est quelque chose qui existe. Après, c'est toujours, si vous avez affaire à un producteur ou un conditionneur qui vend dans un réseau structuré qui sont quand même plutôt contrôlés, j'ai envie de dire, faisons confiance à l'étiquette. Le vrai problème des gens, c'est que bien souvent, ils lisent pas ce qu'ils achètent. Ils s'en rendent pas compte. Enfin, aujourd'hui, on a tous les outils sur un pot de miel pour savoir d'où vient le produit quand même. Enfin, on l'aura encore plus dans 8 mois. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à savoir. Après, si le mec, il vous ment en mettant quelque chose de faux sur l'étiquette, les trucs de mettre de miel dans de l'eau ou avec un briquet pour voir s'il est vrai ou faux, ça marchera pas. Donc, oui, le miel français, bah, s'il est revendiqué français, c'est qu'il est français. Sauf si, bien évidemment, le type, il est louche, il vous vend ça à la sortie d'un hangar, et il veut pas trop vous dire quoi, quand, comment. Et s'il y a un apiculteur ou un patient, en tout cas, le miel qui est vendu dans des magasins structurés ou dans des filières structurées, il y a écrit France. Le mec fait, qui vend pas un miel français est quand même assez suicidaire, parce qu'à un moment ou à un autre, ça se faire contrôler, il va se faire avoir. Et en plus, à aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, à aujourd'hui, j'allais dire, je parle de la GMS, le miel français, quand même, on augmente les parts de marché en miel français. Donc, je veux dire, les personnes, enfin, si vous mettez du miel français en rayon, vous avez tout intérêt à bien le signaler, qu'il soit bien affiché avec le joli drapeau, et tout le monde le fait, quoi. Je veux dire, on va pas se passer, je veux dire, on va pas se passer de quelque chose qui va, du point très positif de notre filière, que les, que les Non, il est bien consommateurs aiment acheter identifié. français, quoi. Mm.
Donc, je veux dire, c'est très bien, label France, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a les drapeaux français sur les miels qui sont mis, qui sont mis à la vente quand même. Il y a des petites nuances quand même aussi là où il faut faire attention, c'est est-ce que c'est le producteur récoltant ou il y a écrit simplement mise en pot par. C'est pas la même chose. Le mise en pot est peut être trompeur. C'est pas Mais l'apiculteur. Alors il faut être si, apiculteur récoltant et mettre en pot soi-même, quoi. Alors c'est des petites nuances, mais il y en a beaucoup de petites nuances comme ça qui sont trompeuses, hein. Il faut faire attention. Moi j'ai vu aussi, vous les connaissez, des gros conditionneurs, hein, qui ont le drapeau bleu, blanc, rouge, et parce que dans la contre-étiquette à l'arrière, il y a 5% de miel français, quoi, hein. Faut pas charrier non plus, quoi. oui, mais ça, Et c'était avant. Là, oui, la mais réglementation, elle est claire. C'est le Parce qu'il lieu n'y de en a plus. récolte doit être mentionné sur l'étiquette. Donc, alors, après, c'est toujours avec un si, au conditionnel. Si l'étiquetage est conforme à la réglementation, aujourd'hui, le consommateur, s'il lit ce qu'il achète, il sait d'où vient le produit. Effectivement, comme disait François, tous les gens qui commercialisent du miel français, on met des placards bleu, blanc, rouge partout pour que ça se voit bien, pour on soit visible. Après, si vous avez affaire à un tricheur, vous ne pouvez pas l'empêcher de tricher. Et si le mec écrit France alors que le produit n'est pas dedans, il n'est pas France, la filière doit faire son travail, l'administration doit aussi faire son travail et prendre les mesures qui s'imposent. Et là où on est d'accord, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on l'a conditionné en France qu'on peut mettre de la pro bleu, blanc, rouge. Voilà, Alors, c'est ça, c'est ce que interdit. tu voulais dire, Christian. il y a ça, et puis il y a, mettons, vous le savez, qui est trompeur aussi, si on ne fait pas attention à la contre-étiquette, quoi. C'est miel des Alpes, ouais. Et miel des Pyrénées, quoi. Bon, voilà, Il y a quoi. des terroirs. Hein, et miel des terroirs, on est d'accord, Thomas. C'est... Et oui, mais les consommateurs qui ne sont pas avertis, ils savent pas, ils savent pas, ils savent pas. C'est pour ça Et qu'il ils faut de sont la trompés en communication permanence. positive, dire lisez vos Absolument. étiquettes, pas dire ah, les miels importés, les miels ceci, c'est pas bon. Non, lisez les étiquettes. Aujourd'hui, il y a tous les outils pour savoir d'où vient le produit. Encore une fois, si le produit il est acheté dans un endroit où il y a quand même un minimum de contrôle. Et je suis navré de devoir le Bien répéter, sûr, mais bien sûr, quand bien même sûr, bien sûr. les réseaux structurés où on a quand même le plus de contrôle sur la qualité, la traçabilité, l'origine des produits. OK. Très bien. Une autre question donc plus sur les productions de cette année en France. Donc on voit que les mielés dans le sud ont été plus compliqués. Et donc la question est par rapport au fait qu'on voit aussi que dans le sud, en règle générale, il y a quand même plus de miel monofloraux produits. Là où sur le reste de la France, c'est quand même majoritairement des polyfloraux. Donc est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est le hasard juste du fait des températures ou voilà. Ah non, il y a un lien énorme là, puisque le sud de la France est reconnu pour ses monofloraux, hein, à part le châtaignier qui se fait un peu partout, ou l'acacia, quoi, je veux dire, mais toutes les plantes aromatiques du sud de la France font des miels particuliers. Et c'est justement ces mêmes floraisons, ces mêmes plantes qui ont souffert de la sécheresse et de la chaleur. C'était évident que les monofloraux on a des difficultés et de plus en plus de difficultés à produire du monofloral, comme je l'expliquais tout à l'heure, parce que dû à la sécheresse, tout fleurit en même temps. Avant, c'était séquencé, comme je disais, quand on avait du romarin, le thym ne fleurissait pas en même temps, parce que le romarin était vraiment fait au mois de février, quoi, hein, février-mars. Maintenant, le thym, la ronce, pas la ronce, mais le thym, la spique sauvage, enfin, beaucoup de choses fleurissent en même temps, et c'est beaucoup plus difficile, et on a beaucoup moins parce que la plante veut faire sa graine tout de suite, et on n'arrive pas ou mal à en faire des monofloraux, quoi. C'est pour ça qu'on est impacté du reste, hein. Complètement, ouais, 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 parce que la sécheresse, parce que tout ça, quoi, ouais. Mm. Et le gros problème de la couronne méditerranéenne, et je crois qu'il faut faire un peu exception dans la vente, mais je veux dire, en fait, le problème, c'est que c'est des productions qui sont malheureusement faibles, mais voire très faibles, si vous voulez, quoi. Et par exemple, nous, nos segments à long terme, entre guillemets, quoi, que ce soit en coopérative, avec la mise en marché sur des tout petits volumes, ça reste très compliqué. Par contre, voilà, de tous ces miels-là, c'est-à-dire bruyère blanche ou autre, en fait, il n'y a pas de volume, quoi. Le thym, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas il y a pas un fût de thym. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui se vend, Christian, ou qu'est-ce qui se produit, quoi. Je veux dire, il se produit en fait très peu de miel. Il s'en produit sûrement des très qualitatifs. Il n'y a pas de problème là-dessus sur les miels de garrigue, mais les volumes produits sont quand même pas énormes, hein.
Ah non, ils sont minimes. Si tu prends l'exemple du thym ou du romarin, le thym, je connais bien. Je veux dire, pour l'année prochaine, j'ai déjà les carnets pleins réservés pour du miel 2026, Quentin. Donc, c'est, avant qu'il passe dans des concours, il est vendu, quoi, tu vois, déjà. C'est quand même un problème c'est parce qu'il y en a très peu, quoi. Il y en a très peu, contrairement quand même à avant, quoi. Et Il y en a très après, peu. Pourquoi? Il n'y a pas que la sécheresse, il faut s'entendre, hein, parce que le thym, il s'acclimate à ceci. Il y a aussi quand même le sous-pâturage. Je m'explique, c'est simple. Avant, hein, dans le sud de la France, il y avait beaucoup de moutons. Et le thym, pour qu'il fleurisse correctement, qu'il ne soit pas envahi par le chêne kermès, mais enfin, il faut connaître un peu le végétal là-dessus, eh ben, les moutons faisaient le boulot. Tandis que maintenant, ben, il n'y a plus de moutons. Il n'y a plus de moutons, le thym est plus tendu, le thym est envahi par le chêne kermès, il y a de moins en moins d'étendues de thym, quoi, hein. C'est comme ça. Voilà. oui, puis l'apport de matière organique par les troupeaux, tout simplement aussi, Ouais, hein. ouais, Les ouais, sols, ouais, ils ouais. ne s'enrichissent pas et c'est un véritable problème, hein. C'est pour ça qu'en fait, c'est pareil, je crois que dans les messages à donner, il faut absolument pas qu'on oppose l'agriculture et l'apiculture. Pas Ils du disent tout. qu'il faut Pas qu'on du arrive à tout. être partenaire. Et à mon avis, il y a un vrai travail à faire, mais pas en défiance, en partenariat, quoi. Parce que je pense qu'il y a des choses à faire entre nous, quoi. Voilà. Et notamment, pareil, hein, je pense qu'avec l'ONF, il y aurait du travail à faire pour voir la vision de ce veulent faire l'ONF au niveau des plantations et de ce que sont les besoins, nous, par exemple, de l'apiculture ou des plantes nectarifères qui pourraient être plantées. Bien sûr. Et là, il y Et a vraiment du travail à faire, hein. ça, c'est une vision, comme tous les deux vous l'avez dit, à moyen et long terme quand même. C'est quelque chose qu'il faut voir pour les 5, 10 ans à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut planter? Enfin, il y a beaucoup de choses à voir, quoi. Je suis Ouais, mais bien c'est d'accord. Parce qu'en plus, primordial d'avoir une vision long terme. on se rend compte que j'avais fait une rencontre avec une coopérative au nord de Paris, une grosse coopérative au nord de Paris, justement pour parler de certains produits là, sur le travail au niveau des traitements, mais pas en défiance du tout, en discussion, table ronde, bâton rompu. Et finalement, on leur avait pointé du doigt un problème sur un insecticide, sur une plante en interculture plantée avec une autre. Des fois, le producteur, il sait même pas qu'il fait prendre un risque en faisant telle chose à tel moment. Et ça, je pense que l'information entre le producteur, l'apiculteur et l'agriculteur, une fois qu'il a l'information du risque ou autre, je pense qu'on pourrait limiter parfois certains soucis qu'on rencontre entre nos filières respectives, quoi. Pour moi, dans la grande majorité des cas, les agriculteurs, ils sont à notre écoute, quoi. Mais on voit bien, on met des ruches. Moi, je travaille en transhumant. J'ai plus de 100 emplacements parce que j'ai un peu plus de 1200 ruches sur 3 régions. C'est très rare. Enfin, on a des discussions très simples et très saines en cas de problème, quoi. Et ça se passe toujours très bien, Bien quoi. sûr. OK. Foucault? Oui, excusez-moi. Alors, une question sur la vente du miel pour le marché, enfin le miel bio. Donc, est-ce qu'il est plutôt en augmentation, en stagnation ou au contraire en baisse? Et pour quelles raisons? Qu'est-ce qui peut être les facteurs qui expliquent ça? Moi, au niveau local, moi, je suis en bio, hein, d'accord? Je vais te dire, pour nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, mais c'est pas une généralité, peut-être. On a les mêmes prix qu'auparavant et on travaille de la même façon, quoi, à peu près, hein, sauf sur les traitements. Mais tout le reste, on travaillait en bio, on n'avait pas la certification, c'est tout, quoi, hein. Pour ce qui nous concerne, nous, hein, notre structure commerciale, quoi, hein, d'accord? Par contre, j'ai comme des confrères qui, parce qu'ils sont passés en bio, ils ont beaucoup augmenté leur prix de miel, chose que je ne partage pas tout à fait. Voilà, quoi, mais c'est personnel, quoi, je comprends pas trop. C'est le regard que j'ai sur la filière bio, déjà, c'est que on a passé une période où, en gros, je parle du marché de vente en vrac. En gros, au marché, comme nous en coopérative, puisque nous on a des producteurs bio dans la coopérative, on est passé d'une période où il y avait zéro miel à vendre dans le marché de vrac en bio. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la typologie du producteur bio. Bon an balance, c'était un producteur, voilà, comme Christian, qui a 200-300 ruches ou 400, je ne sais pas, et qui vend en direct une grosse partie de sa vente en bio, et là, ça fonctionne. Et d'un coup, il y a eu un appel d'air par quelques achats d'un très très haut du marché de vrac, et on a eu des conversions, une masse de conversions bio énorme. Voilà.
on a une masse de conversion bio énorme, avec un marché pas du tout établi. Et du coup, un afflux de volume qu'on n'a pas été capable d'absorber. C'est-à-dire que on a imaginé à un moment donné, et d'ailleurs c'était une vision européenne, où il fallait qu'il y ait 40% de la production européenne agricole tout confondu qui soit en bio en 2000, je ne sais pas combien. C'était une vision. Donc peut-être qu'il y en a il y en a qui se sont dit, bon, mais en gros, les apiculteurs vont être tous en bio dans 5 ans. Sauf que le marché, entre l'envie et le bassin de consommation, on sait très bien que sur les marchés GMS, le bio, c'est, je sais pas, c'est peut-être 10 à 15%. Donc en fait, si on a 30% de conversion bio avec 15% de consommateurs prêts à l'acheter, on a un problème mécanique. Et donc on a quand même un petit peu noyé le marché avec des gens qui l'ont fait aussi par opportunisme, alors qu'il y avait des gens qui étaient en bio de conviction depuis très longtemps. On a télescopé tout ça là, et aujourd'hui le marché, il est en train de se réguler par le prix. Après, c'est quand même vraiment dommageable parce qu'aujourd'hui on le voit, qu'il y a des producteurs qui vendent en vrac en bio au, au prix du miel conventionnel, quoi. Ça, c'est quand même un problème parce que ça fait mal à toute la filière. Voilà. Donc, il est évident que je pense qu'on a trop de producteurs bio aujourd'hui par rapport à ce qu'on est capable d'écouler. Alors, charge à nous de travailler là-dessus, quoi. Et charge aux producteurs bio d'arriver à vendre leur miel en bio. Mais il faut équilibrer ça. Il faudrait quand même que la rémunération de l'apiculteur bio soit un petit peu différente de celle du producteur conventionnel. En tout cas, nous c'est ce qu'on espérerait. Après, est-ce que dans le vin, c'est comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que, voilà, c'est très compliqué, quoi. Oui, bah, t'as bien dit les choses, François. C'est qu'il y a eu, il y a eu un tel engouement au vu des prix de rémunération qu'il y a eu un taux de conversion qui a été stratosphérique, pas de marché en face. Et ce que tu n'as pas souligné, c'est que je pense qu'il y a eu aussi un effondrement pendant quelques années de la consommation du bio qui s'est confronté aux produits locaux. Et le logo bio, il apporte une garantie au consommateur, c'est l'absence de résidus. Par contre, il ne dit pas que sa production elle est bonne pour la planète. Et arrivé un moment, l'engouement du bio avait été tel qu'on venait venir du bio du monde entier pour pouvoir répondre à la demande parce qu'on n'était pas capable d'en produire suffisamment pendant une période avant que tout le monde se convertisse. Et en fait, le puriste, le consommateur de bio, ok, l'absence de résidus garantie par le logo AB, ça lui convient. Mais si le produit il est fait à l'autre bout du monde, ça rentre pas dans sa vision et dans sa volonté de consommation. Et je pense qu'il y a des producteurs locaux qui se sont vite rendus compte de ça. Et aujourd'hui, je pense que le consommateur initial de bio, d'avoir un produit dont il sait qu'il est produit à moins de 100 km de chez lui, que c'est par un paysan qui peut potentiellement connaître parce que c'est à côté de chez lui, bah ça le rassure autant qu'un logo bio qui lui dit juste, écoute, il y a pas de phyto en fonction de la réglementation du pays où il vient, il n'y a pas de phyto ou il n'y a pas d'antibio dans ton produit. Je pense qu'il y a ça aussi qui est venu un petit peu... Oui. euh, Et en plus, je veux dire, entre guillemets, la crise sur le bio, c'est toute filière confondue. Toutes les filières ont pris une secousse sur le bio. Je veux dire, le miel en fait partie, quoi. Mais c'est pas que le miel qui a souffert, quoi. D'ailleurs, en gros, il y a eu une crise du bio à peu près au moment où le marché du bio vrac s'est créé. Donc, en fait, tout s'est télescopé en même temps avec une crise de consommation, pouvoir d'achat et confiance, parce que on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des marges déraisonnables faites sur des miels bio en rayon, où les gens se sont sentis un peu floués, quoi. Voilà, quoi. Et du coup, tout s'est télescopé en même temps, ce qui fait que là, je pense qu'on est en train de retravailler sur des bases plus sereines, plus saines pour le marché du bio de demain, quoi. Donc, moi, je veux croire qu'on y arrive. Nous, d'ailleurs, on a un volume, voilà, il y a une douzaine de producteurs bio. Voilà, c'est un peu moins de 10% des producteurs de la COP qui sont bio. Et aujourd'hui, voilà, on travaille beaucoup sur ce segment-là. Et je pense qu'il a besoin d'être encouragé en termes de communication et tout ça, parce que tous les segments sont à défendre. Et j'ose croire qu'on arrive à le développer quand même un peu plus que ce qu'il est aujourd'hui. Très bien, du coup, une question un petit peu plus basique, on va dire, sur les ventes en direct. Quel papier doit-on posséder lorsqu'on commercialise en direct? Et peut-être en même temps, j'ai vu qu'il y avait une autre question sur les étiquettes enfin, pour commercialiser son miel. Qu'est-ce qu'on doit mettre ou pas sur une étiquette si on vend sur un marché? Peut-être faire des rappels de ces deux éléments si vous voulez bien. On reprend ta question là. Quelle obligation pour...
Ouais, si jamais il y a un contrôle demain, moi je vends du miel sur le marché, s'il y a un contrôle, quel papier je dois présenter pour justifier du fait que je... Le contrôle, il est de différentes manières. C'est un contrôle des prix, c'est un contrôle de qualité du miel, c'est un contrôle de l'étiquetage par rapport au miel. Alors pour ceci, bien sûr, il y a des prélèvements qui sont faits où ils prennent des pots sur place, ils vont faire des analyses et ils te disent après si tu es dans les clous ou pas. Après, il faut bien sûr avoir un numéro de SIRET normalement. Hein, euh, pour attester que tu es bien en règle là-dessus. Les déclarations de ruche aussi, on peut te les demander. Ok, mais pour vendre du miel en tant que commerce pur et dur, bah, un ciré, voilà, ça suffit, quoi. C'est pas bien compliqué, d'autant que quand tu es producteur, normalement, les marchés sont pas ouverts à tous les producteurs de miel suivant la catégorie qu'ils sont. Légalement, c'est comme ça. Mais dans les marchés, les collectivités locales ne s'embarrassent pas de ceci. Ils veulent avoir simplement une déclaration à la chambre d'agriculture ou de l'artisanat ou de l'industrie, un numéro ciré, voilà, hein, ils vont pas plus loin. Ils ne vont pas plus loin, d'accord? Au niveau fiscal, la chose, hein. Mais on te demande un cabis, on peut te demander si tu cotises à la MSA, les trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais. Mm. Et ça, il faut toujours les avoir avec soi. Et si tu es en bio, on a toujours avec nous notre stampille, enfin la certification donnée par l'organisme certificateur, quoi, bien sûr. Très bien. Et ben, justement, je reste sur le bio. Des questions par rapport au cahier des charges un peu du bio, parce que du coup, tout le monde ne connaît pas le cahier des charges. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Par exemple, est-ce que l'histoire que la ruche doit être à plus de 3 kilomètres de culture conventionnelle, c'est Non. bien dans le cahier des charges? Est-ce que... enfin, voilà, voilà, si tu peux faire Ouais, un rapide... il y a des tas de choses à respecter, mais enfin, l'histoire de 3 kilomètres, non, c'est faux. Parce que si tu veux, sur un périmètre de 3 kilomètres, il suffit que tu aies 51% de fleurs sauvages pour t'appeler en bio et qu'il y ait 49% de culture à côté. Chose qui est impensable pour moi, mais voilà, la législation est faite comme ceci, quoi, hein. D'accord? Pour ceci, ouais. Après, pour le bio, bien sûr, tu as des exigences hein, complètes sur les traitements, sur les peintures, tu as ta miellerie, etc. Parce que le bio s'adresse surtout au traitement du miel, quoi, hein. L'abeille, la ruche, tout ça, c'est une chose, mais le traitement du miel, après, tu n'as pas à avoir des mielleries pourries avec du bois partout. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont et d'autres qui sont autorisées, d'autres qui sont interdites. Les traitements sont pas du tout de la même façon que d'autres. Il y a des traitements qui sont très simples à avoir pour avoir l'appellation bio. Après, tu peux faire de l'encagement, tu peux faire des tas de choses, hein. En plus, là, il y a pas, c'est pas limitatif, mais tu as un minimum. Mais considérez bien que l'aire de butinage d'une abeille va, comme on dit, autour de 3 kilomètres, voire plus, mais disons un rayon de 3 kilomètres. Et la législation en place, ouais, c'est ce que je vous ai dit. 49%, enfin 51% de fleurs sauvages, et tu peux avoir un champ de colza à côté, quoi, hein. Oui, Très alors bien. il y a quand même d'autres points, Je Christian. Il y a schématise, toujours hein, je schématise, ouais, hein. ouais, il y a la peinture que tu utilises pour imperméabiliser tes ruches. Il y a les traitements varrois où les Ouais. produits AMM sont pas autorisés. Donc tout ce qui est amitraz, tofluvalinate, ça c'est interdit. C'est plutôt acide formique, acide oxalique ou des méthodes d'encagement et tout un tas d'autres. Oui, l'air de butinage. Mais moi, selon moi, ce qui contraignait essentiellement la production bio, c'était l'air de butinage et les produits de traitement varrois. Surtout C'est que essentiel, quoi, c'est Il y a- essentiel, ouais. Surtout qu'on maîtrisait quand même, enfin, pour connaître quelques anciens de Thomas Joël Blanc, que tu vas connaître, Christian ou autre, des bios de la première heure, ils ont quand même souffert de perdre énormément de ruches du varroa, quoi. Je veux dire, on maîtrisait pas bien le varroa. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, c'est toujours un combat, mais je pense que le bio a fait un cap, a vraiment franchi un cap, quoi. À l'époque, il perdait énormément de ruches en bio, quand même, hein. Ça a été Et difficile. il y a aussi un élément très important dont on parle jamais, c'est que la cire doit être bio. Et ça, je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée quand je me suis lancé en bio. J'étais pas en bio, hein, puisque je suis passé en bio.
Je connaissant un peu le problème, au certificat, je dis ben, comment j'ai de la cire bio? Vendez-moi-en, on n'en trouve pas en France. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ah, je vous le perds mille, hein, c'est incroyable. Vous Ben, avez eu dérogation? Non, ils n'ont pas voulu. Achetez-le en Espagne. Parce qu'il y a eu des dérogations de données pour la cire quand il y a eu le Ben, fameux scandale des rémanences et des cires et tout. Il y a eu beaucoup de dérogations de données tout, le fait que les cires soient pas 100% bio. tout à fait au début. Tout à fait au début. Oui, mais je veux dire, là, c'est assez curieux. Alors, surtout maintenant, là, quand vous faites des fontes de cire, et ça, faites que la cire d'opercule, quoi, si vous voulez passer un bio à un moment donné, hein. Ça, c'est certain, hein. Et puis, si vous en avez pas suffisamment, et vous vous en faites prêter, si vous voulez, pour pas que ça vous coûte cher, vous en faites prêter par un collègue qui est en bio, que vous lui rendrez après, quoi. Et ça, c'est accepté aussi par les organismes certificateurs. Très bien. Donc une question aussi sur le prix de vente, déjà par rapport au miel bio. Christian, tu disais que, enfin, pourquoi le miel ne devrait pas être vendu plus cher? Parce que tu disais qu'il ne devait pas forcément être vendu plus cher. Et une seconde question, j'en profite pour la mettre en même temps, parce qu'elle est très liée. C'est comment tu fixes, enfin, ou comment vous fixez en général, mais les prix de vente des miels. Comment on fixe un prix de vente de miel? Votre prix de vente, par exemple, sur le marché, est-ce que tu t'alignes par rapport aux gens qui vont être, qui vont vendre Alors, aussi sur le écoute, marché ou tu vas, qu'est-ce qui va? on a un principe comme, c'est pour ça que je rejoins l'UNAF, hein, de pas, je m'occupe pas de ce que font les autres. C'est-à-dire, j'ai un produit, je le vends à sa juste valeur. Je le fais goûter, etc., etc. Et c'est comme ça que tu arrives à conquérir les personnes. Il faut pas avoir peur surtout en vente en direct, il faut pas avoir peur d'un prix de vente. Il faut s'adapter au marché, je dis, c'est vrai. C'est pour ça que je vous disais, on est à 400 grammes au lieu de 500, on fait plus de kilos, etc. Parce que c'est des sorties d'argent supplémentaires pour les gens. Mais enfin, progressivement, il y a pas de souci, parce qu'au lieu de te prendre un pot d'un kilo où ils s'emmerdent la vie pour les grosses cueillères à la fin, ben, ils te prendront deux ou trois autres pots au bout de quelques mois qui vont comprendre quand même que c'est des miels de qualité, etc. Mais je ne m'occupe pas de, de ce que fait l'autre au niveau prix. Et tu sais, quand tu te retrouves entre vrais producteurs, tu n'es pas très très loin, hein, les uns des autres. Il faut pas rêver. Quand il y a des disparités de prix qui sont plus de 50%, tu as deux choses. Soit le gars, il n'est pas déclaré, il ne paie pas de charges, c'est-à-dire beaucoup de retraités. Faut dire les choses comme elles sont, quoi, hein. Beaucoup de retraités qui ont 10 ruches ou 50 ruches, là, qui sont plus ou moins affiliés ou pas. Et puis après, tu as des revendeurs, quoi, c'est tout, qui achètent en Espagne pour nous à des prix très bas et qui revendent sous estampille producteurs, quoi. Ouais. Et voilà, ils vont acheter du romarin à 5 euros, 6 euros sur place. Et il nous faut 2 heures pour aller chercher du miel, quoi, de la frontière. Et puis c'est tout, quoi. Et puis ils vont le revendre le kilo 12 euros. Alors que moi, je suis en moyenne à 24 euros le kilo. Mais 400 grammes, moi, je suis à 10 euros minimum, quoi. Je dis pas que c'est simple à faire et à accepter, mais si vous avez un produit qui, qui le vaut, n'ayez pas honte de votre produit, quoi. N'ayez pas honte. Mettez-le en avant. On va vous poser la question. On va vous dire, vous êtes cher. Tu lui réponds, goûte d'abord. Après, on parlera du prix, quoi. Je pense que la Regarde. réponse à la question de la personne, c'était surtout, bah, faut que vous preniez la totalité de vos charges liées à votre activité d'apiculture. Vous prenez le nombre d'heures que vous avez travaillé, vous prenez la quantité de miel que vous avez produit dans l'année, et puis vous faites une division pour arriver à un prix à un pot. Ben, bien sûr. Ben, C'est bien ça la sûr. méthode un peu Complètement. cartésienne, mais oui, le côté environnement, éthique, de dire, voilà, je regarde pas, mais la bonne méthode pour vraiment calculer le prix de son prix de revient, à l'école, c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est de prendre l'ensemble de ses charges, le temps qu'on a travaillé, ce qu'on a produit, diviser et arriver à un prix unitaire. C'est un peu comme ça pour toutes les denrées, hein, bien sûr. Très bien, ben, merci pour cet éclairage. Alors, une autre question, dans le monde agricole, enfin, vous devez connaître les CUMA.
ou les systèmes de genre, où c'est une mutualisation des outils de production, en gros. Donc, est-ce que ça serait pas plus imaginable dans le milieu agricole et plus fait? Et peut-être que François, je sais pas trop si dans le cadre de la coopérative, vous avez déjà mis en place un système similaire, mais voilà, est-ce que ça pourrait pas être une grosse marge de progression aussi pour la filière? Ouais, il y a quand même quelques petites écumas qui existent, hein, notamment sur l'utilisation de mieleries ou autres. Si, c'est évident que les mieleries, entre guillemets, partagées, ça fonctionne. Enfin, moi, mon exploitation, en gros, on a 1200 ruches et donc j'accueille deux exploitations de ma coopérative qui sont à côté des voisins, nous, voilà, avec qui on travaille et en fait, on mutualise les coûts de la mielerie. Alors, c'est pas fait sous modèle cumin, mais en fait, en gros, tout le monde extrait. En gros, nous, on a 2000 ruches qui sont extraites sous mon toit, quoi. Voilà. Et donc, on partage les coûts de production, pardon, les coûts d'énergie, d'usure du matériel, de la miellerie. Et je pense qu'il y en a pas mal qui font ça. Il y a des camions qui sont partagés. Sous forme Okuma, j'en connais aussi deux, trois. Après, c'est structuré différent parce que là, il faut être. En fait, la Cuma, elle est pareil. Vous pouvez pas faire une Cuma que sur l'apiculture. Enfin, peut-être qu'il peut s'en faire, mais c'est des Cumas agricoles ou dans le matériel où il y a les presses, les faucheuses ou autres. Après, peut-être vous avez un camion partagé, peut-être un grillon partagé, un élévateur. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais de toute manière, à aujourd'hui, c'est des choses simples, hein. Le partage de de certains outils qui sont utilisés quand même moins de l'année, plus c'est partagé, mieux c'est, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des économies d'échelle où voilà, il faut être sensible à ça, quoi. Amortir un bâtiment, ça coûte cher. L'utiliser, nous, on voit bien, le bâtiment, on travaille essentiellement sur les récoltes. Dans ma miellerie, on démarre à peu près, quand on récolte le fleur avant le châtaignier, en gros, du 15 juin et on finit au 5 ou 10 septembre. Donc, en fait, c'est très court le moment où on travaille réellement dans le bâtiment pour extraire le miel. Donc, plus on est à extraire du miel, plus l'outil se paye. Et aujourd'hui, quand même, il faut être clair, quoi. Avec aujourd'hui le coût de la vie, le coût de l'essence, le coût du matériel ou autre, plus on le partage, plus c'est facile aux apiculteurs d'en vivre. C'est évident qu'il faut encourager ça. Après, ça demande aussi de l'entente. Ça demande à chacun, voilà, de respecter l'autre. Je veux dire, voilà, ça demande quand même aussi des règles de travail, de la rigueur et du respect. Nous, on a, si tu veux, dans le département de l'Hérault, il n'y a pas de CUMA, mais il y a des mieleries collectives gérées par le syndicat apicole local. Et ça, il y a plusieurs départements qui font ça. Ça, c'est souvent pour les apiculteurs qui n'ont pas un nombre de ruches trop important. C'est entre, je dirais, 0 et 150, 200 ruches. Mais ça les aide. Je pense que les premières années, c'est très bien pour eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des extracteurs électriques, des gros, enfin, soit une chaîne, soit que ça. Eh ben, on a équipé au niveau syndical pour les adhérents du syndicat et les autres, hein, on ne fait pas le même prix à ce moment-là, une miellerie collective qui est gérée par le syndicat, quoi, avec, sur Internet, avec des heures comment on appelle ça, de location, très, très peu cher, hein, juste de l'électricité, quoi. Bon, voilà, ça fonctionne comme ça. Mais ouais, je dis c'est un tremplin pour ceux qui débutent en apiculture. Par contre, il faut rejoindre les syndicats à ce moment-là et prôner ce genre de, d'immobilisation de matériel, etc., d'investissement. Et grâce à l'Europe, puisqu'on avait, quand on a fait ça dans l'Hérault, on était novateur un petit peu là-dedans. J'ai reçu les délégués européens sur place pour qu'ils se rendent compte ce que c'était. Et c'était novateur pour eux. Et ils étaient enchantés, bien sûr, de financer ceci, mais ils étaient surtout il pourrait être surtout ambassadeur pour les futures demandes et je pense que ça serait accepté au niveau européen parce que la finance, les financements étaient, je crois, de deux tiers par l'Europe pour ceci, hein. C'était quand même assez important. Et on a fait ça dans un collège agricole, pardon, un lycée agricole. D'accord, qui avait des bâtiments qu'il a fallu réhabiliter, etc. Mais grâce à l'argent public et grâce à l'argent européen, quoi. Mais c'est une possibilité aussi, ouais. Très bien. Euh, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour des questions. Donc je sais pas trop si c'était des remarques en plus. Et juste, j'avais vu deux remarques dans les commentaires, donc qui étaient plus des remarques, mais quelqu'un qui parlait par exemple de la fête de l'abeille dans le Maine-et-Loire, donc c'est
des événements à peut-être essaimer, et il y en a déjà dans beaucoup de régions, mais peut-être maximiser ce nombre d'événements. Et une question sur devenir Happy Pro dans le PACA. Est-ce que vous auriez des contacts? Donc je pense que la question s'est adressée à François, mais au pire, j'appelle la personne qui a posé les questions à directement s'adresser à François ou voilà. Mais, à Pipro, il y a quand même, en PACA, il y a quand même l'ADAPI, qui est quand même très proactive sur la région PACA. Vous avez la coopérative Provence Miel aussi qui est présente là-bas. Nous, après, on a quelques producteurs de la vente de Provence sur le secteur aussi. Mais voilà, je pense que quand même, l'ADAPI est très proactive quand même. Comme ADA, au niveau national, je trouve que c'est une qui, quand même, qui travaille très bien. À mon avis, faut aller les rencontrer. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire ADA? Oui, peut-être pas, sans doute pas. Bah, peut-être expliquer rapidement le rôle des ADA et qu'est-ce que c'est que ces structures. Je sais pas. Vas-y, Christian. Alors, l'ADA, ça veut dire quoi? Il y a trois lettres. C'est une association de développement apicole. D'accord? C'est pas un syndicat. Le syndicat se base sur l'aspect syndical, les lois, etc. Euh, une ADA, c'est le développement. Voilà quoi, ce que je peux dire. C'est pas la même chose. Une ADA s'occupe des problèmes qui peut être sur la production, sur des tas de choses, quoi, sur le développement de les maladies, tout ce que l'on veut, quoi, hein, ça c'est pourquoi pas. Mais alors, pour les contacts, comme tu as dit, tu as l'ADAPIC, tu as sûrement un syndicat apicole de Provence là-bas, des syndicats de Provence, quoi. Il y a plusieurs choses, quoi. Oui, oui, ouais, ouais. Mais, mais il faut adhérer à ce genre de structure pour pas être seul, quoi. En tout cas, les syndicats départementaux, je prends l'Abeille de l'Aveyron, le Rucher École, c'est des très bonnes écoles, quoi. Je veux Ah dire, oui, pour oui, quelqu'un qui veut mettre deux, trois ruches, et je pense qu'il faut réellement quand même passer d'abord au Rucher École avant de commencer à prendre les ruches. Parce que enfin, l'année dernière, j'ai quand même quelqu'un qui m'a appelé, parce qu'on vend quelques essais sur mon exploitation, de l'Hérault, et on avait tout calé, et elle devait prendre un essai, la personne, moi je descendais. Jusqu'au moment où elle me dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Ben, en plaisantant, ben, votre combinaison. Et là, elle me dit, parce qu'il faut une combinaison. Et là, je comprends qu'elle ne savait pas. Ouf. Et là, j'ai eu quand même, c'est la première fois que ça m'arrivait quand même. J'ai eu quand même un gros coup de stress là-dessus. Là, j'ai eu une grosse explication avec cette personne. Je ne voulais plus lui vendre les seins. Je dis, je ne peux pas faire ça, madame. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Il y a un risque. C'est un animal qui pique. Ça peut être dangereux. Vous allez transporter dans votre voiture. Vous savez même pas ce que c'est qu'une combinaison, un amphimoirien. Circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Voilà, je dis, madame, là, ça va pas du tout, quoi. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, quoi. Je veux dire, on a un très bon métier, mais on a aussi un animal, il faut s'en occuper sérieusement. Ça peut être dangereux. Faut pas oublier que ça peut être dangereux. Donc, faut se rapprocher des ruchers écoles et dans un deuxième temps, vivre son plaisir de passionné d'apiculture. tu as C'est ça. parfaitement raison. Et sur le site de l'UNAF, Parfaitement raison. Ah ouais. sur le site de l'UNAF, il y a dans Qui sommes-nous? Il y a un petit encart avec syndicats en région. Donc là, par exemple, que ce soit pour la région PACA, où je vois qu'il y a une personne qui demande vous allez contacter les syndicats locaux de votre région, les associations apicoles locales, les ruchers écoles locaux, etc., qui sont proches de chez vous, et vous leur demandez, et c'est eux qui vous orienteront le mieux en région pour les différentes choses. Donc voilà, je pense que c'est un très bon truc. Et les ADA peuvent être aussi intéressants. C'est pour ça que les syndicats locaux sont quand même très dynamiques, ont beaucoup de choses à apporter. C'est très souvent eux qui font aussi les ruches à école, parce que c'est comme il y avait des blagues dans le chat, mais c'est souvent des retraités qui font les ruches à école et qui sont souvent dans ces structures-là. Alors, euh, ah oui. Alors une question sur la loi Frelon qui n'est pas vraiment dans le sujet, mais je réponds rapidement parce qu'on a eu tout à l'heure enfin, une personne, bref, ça va être relancé. Donc il y a des députés qui vont relancer en faisant des questions écrites, etc. En espérant que ça soit fait vite. Voilà, c'est dans les tuyaux, mais malheureusement avec tous les problèmes de gouvernement qu'il y a eu, on n'est pas sûr que ça passe extrêmement rapidement. On fait tout pour que ça passe vite. Les députés se mobilisent aussi, mais voilà. Ben, en termes clairs, la loi a été votée à l'unanimité par le Parlement, quoi. Mais les décrets d'application tardent à venir et je pense qu'il y a une volonté.
il y a la volonté de certains élus au ministère qui veulent pas plus que ça, quoi. Alors, c'est pas encore vieux. Je crois qu'il y a quelques jours, on a renvoyé une demande. On fait faire au niveau, je parle au niveau de l'UNAF, quoi. Hein. On fait intervenir les élus locaux pour qu'ils puissent pousser les parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs et les élus de l'Assemblée nationale, nos députés, pour que ces décrets soient applicables, quoi. Et donc, il faut que ce soit fait, quoi. Mais pour l'instant, euh, en offre, on nous a dit, on n'a pas de sous. C'est assez curieux, quoi. Hein. Je veux dire, d'argent, il y en a. On veut pas le mettre là où il faut, quoi. C'est tout. Mais plus on sera à demander ceci, mieux ça sera. C'est pour ça qu'il faut tous travailler dans le même sens pour ça, quoi. Mm. Et faites pression sur vos élus, même sur votre maire de commune. Il faut lui dire, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Il n'y a pas que les apiculteurs qui sont impactés. En ville, il y a tous ceux qui travaillent, les boulangeries, les pâtissiers, les poissonniers, tous ceux qui font des fruits, enfin, les arboriculteurs, tous ces gens-là sont impactés par ceci. Plus, bien sûr, des, des morts par piqûre, etc., quoi. Donc, je veux dire, il faut les bousculer un peu. Hein. Vous savez, il n'y a que comme ça. Hein. Il n'y a que comme ça. Mais sachez qu'on fait un énorme boulot pour que ce soit fait, que ces décrets soient mis en application, quoi. Ouais. Mais Et, c'est pas simple actuellement avec les changements de gouvernement permanents, là. Hein. Attends, ouais. mm. Et comme disait Christian, il faut pas hésiter à même parler au maire, etc. Et c'est en insistant au maximum partout en France, à l'échelle du territoire, que le message remonte le mieux et que les gens se mobilisent. Et là, du coup, la dernière en date qu'on a eue, du coup, c'est Madame enfin, Sylvie Ferrer, qui est prochaine date du salon de l'apiculture française. Du 1er au 2 octobre, c'est bon, j'ai retrouvé le... Tu l'as? Ouais. D'accord. Donc, je vous propose de faire un mot de la fin et peut-être si vous avez encore des sujets que vous voulez aborder rapidement, n'hésitez pas. Eh ben, écoutez, oui, en conclusion, je pense qu'il y a trois messages essentiels qui ressortent. C'est de renforcer la cohésion entre les acteurs, hein, les producteurs, l'organisation et les opérateurs économiques. C'est maintenir la vigilance face aux importations et au miel adultéré. Et puis enfin, continuer à valoriser le miel français, son origine, sa qualité, puis son image. Ouais. Je dirais aussi, travaillons ensemble. Travaillons tous ensemble là-dessus pour valoriser vraiment le miel français, quoi. Hein. Faut pas hésiter. Mais pour les nouveaux, formez-vous avant. En tout cas, il faut être positif, quoi. Je veux dire, on vend du miel français, il se vend, le consommateur est là, à nous de travailler comme il faut et d'accompagner tout ça par tous ces acteurs, quoi. Tous ces acteurs et de ne pas les opposer, quoi. Je veux dire, c'est notre force, c'est notre diversité et il faut en être conscient et notre richesse, c'est notre territoire. On a un biotope magnifique en France avec plein d'aspérités et d'aspects différents. C'est nos armes. Faut savoir ça, faut savoir les vendre. Je crois que notre force, quand même, c'est notre passion, avant tout. Eh Voilà. ben, merci à vous trois pour ces beaux mots de la fin. Et donc, pour tous les participants, on a un autre webinaire jeudi prochain. Donc, vous y êtes bien entendu conviés. J'espère que vous y serez nombreux aussi. Et encore une fois, merci à François et Thomas d'être venus et à Christian, bien évidemment, aussi. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.